Salut à tous. Salut. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'interview d'Alexandre Herbinet. L'interview, t'es super, on t'adore. Et voilà, Alex Herbinet, c'est quelqu'un qu'on a rencontré il y a un peu plus d'un an maintenant pour l'avant-dernier podcast Octogone, où on a eu la chance de faire justement cette émission avec toi et avec justement le podcast Octogone. Alex Herbinet, c'est un journaliste, c'est une des personnes, une des figures importantes du MMA au travers de son podcast au RMC Fighter Club, justement présenté avec Baba, où vous êtes co-présentateurs tous les deux sur RMC Sport. C'est l'auteur de son livre qui est MMA 2024, l'année de tous les possibles. Mais c'est surtout un passionné qui sait prendre du recul nécessaire pour être objectif, mais qui sait aussi laisser parler son côté fan quand il s'agit de Naoya Inoue. Je l'ai répété 12 000 fois et à chaque fois je bug sur ce nom et pour parler de José Aldo. Mais en tout cas, voilà, donc on parle de ton livre, justement. Je sais que tu l'as avec toi. Si tu veux le présenter un petit peu. MMA 2024, les gars, dans toutes les bonnes librairies et les boucheries, vous trouvez ça. C'est plus Noël, donc c'est pas un cadeau de Noël, mais bon, il y a toujours des retardataires, tu vois, ou des échanges de cadeaux, donc n'hésitez pas. Non, et puis, de toute façon, il n'y a pas de bon moment pour acheter un livre, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Nous aussi, on va faire notre petit instant promo, puisque là, on a pu enfin mettre nos t-shirts justement d'Import Fight, qui est notre collab de cette année 2025. Donc, on vous en a beaucoup parlé la dernière fois. C'est un site qui permet de vendre des marques qui ne sont pas vendues normalement en France, comme Corner. Là, les t-shirts qu'on a justement aujourd'hui, Primo en box tie. Enfin voilà, il y a pas mal de marques comme ça. Donc c'est super cool, c'est un couple, comme on a dit, super cool de personnes qui lancent leur business et leur site, et franchement faut leur donner de la force. Et justement, tu parlais de Noël, je l'ai dit la dernière fois, si vous avez eu des enveloppes sous le sapin et que vous savez pas quoi en faire, eh ben allez vous équiper avec du textile ou du matériel que personne n'a, parce que justement c'est des choses que tu trouveras pas chez Dragon Bleu, que tu trouveras pas sur d'autres boutiques comme ça. Donc c'est important d'avoir du style. Donc, quand on fait du sport de combat, de toute façon, quel que soit le sport, on aime bien être stylé, donc c'est plutôt cool. On va faire l'interview. Tu es notre troisième invité pour une interview aujourd'hui. Tu succèdes à Julien Casier et à Anthony Rea. Donc c'était important pour nous de t'avoir parce que je l'ai dit tout à l'heure, tu fais partie des figures du MMA et de la boxe anglaise, puisque vous traitez les deux sujets sur le RMC Fighter Club. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans ces interviews, c'est de découvrir surtout la personne plutôt que le travail en soi. C'est de voir un petit peu comment t'en es venu là, comment est née ta passion, enfin ce genre de choses. Et puis après de projeter sur l'avenir, tu vois, les projets que tu aurais, tu vois, de savoir un petit peu comment ça se passe pour toi, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça, que les gens après cette interview connaissent non plus le présentateur, mais l'homme, quoi. C'est beau. Écoute, c'est avec grand plaisir. Et puis, je suis un fan aussi de votre podcast. Donc, c'est avec vraiment grand plaisir que je suis là aujourd'hui. Et puis, succéder à Julien et Anthony, écoute, j'essaierai d'être à la hauteur. Tu le sauras, c'est sûr. Eh ben, écoute, je vais commencer avec ma première question. C'est justement, est-ce que tu te souviens à quel moment tu as eu les prémices de cette passion? Tu sais, on se souvient tous de ce petit élément qui nous a fait connaître les sports de combat, qui nous a fait aimer, qui nous a fait faire des coups de pierre tournés dans notre chambre. Donc, je sais que pour Rolly et pour moi, c'est un petit peu les films, tu sais, de Jean-Claude Van Damme, ce genre de choses, qui nous ont bercé dans notre enfance. Toi, c'était quoi qui a fait émerger ta passion? Alors, je regardais pas mal les films de Van Damme, les Bloodsport et tout, mais ça n'a pas fait naître plus la passion que ça. À cette époque-là, moi, ma passion, elle vient carrément du catch. Clairement. Je suis incollable sur tout ce qui est catch WWF entre 94 et 99, on va dire. C'est vraiment, j'étais un fan fou furieux. Et en fait, c'est elle qui provoque ma passion des sports de combat. Dans le même temps, en parallèle, je découvre aussi pas mal la boxe anglaise grâce à mon papa. On regarde des combats de Tyson, donc post-passage en prison, les premiers combats de retour de Tyson, les 2 contre Holyfield en 97. Enfin, c'est toute une période où je mate beaucoup de boxe avec mon papa. Donc là, la passion de la boxe anglaise, elle naît. Et donc, en parallèle, il y a cette passion du catch que je mate sur des chaînes allemandes parce que mon père a le satellite à l'époque. Enfin, on va chercher des trucs complètement, un peu comme on va chercher les streams aujourd'hui, tu vois. J'allais chercher des moyens aussi de découvrir ça. Et en 97, pour le grand événement annuel de la WWF qui s'appelle WrestleMania, la WWF sort un arbitre spécial pour le combat qui était le plus attendu de cette carte-là, qui était Steve Austin contre Bret Hart. Là, je sors mes trucs de vieux combattants, de vieux catcheurs. Et l'arbitre spécial de ce combat, c'est Ken Shamrock.
C'est Ken Shamrock qui est D'accord. amené par la WWE et donc la vente que fait la WWE sur Ken Shamrock à l'époque, c'est ce mec-là est létal, il vient d'un sport où tout est permis, et il vient d'un vrai sport de combat. Enfin, tout le monde comprend ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire le catch est arrangé et lui, il vient d'un truc où on se met des vrais coups. Donc forcément, ça te titille la curiosité, tu vois, du jeune ado que je suis à cette époque-là. Et donc j'essaye de découvrir qui est ce mec-là, c'est quoi ces vrais combats dont il parle, et donc je finis par tomber, parce qu'on n'est pas encore à l'époque d'Internet très développé ou des réseaux sociaux, hein. Mon père avait Internet aussi à l'époque, donc on se baladait, il y avait des forums, des trucs, mais tu galérais à trouver des... Moi, je me souviens avoir vu des trucs de catch, on m'envoyait des cassettes d'Angleterre que je regardais, euh, je les regardais en crypté, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes normes de magnétoscope que moi, donc je regardais en crypté pour voir du... Donc tu vois, c'était vraiment, on était sur la C'était des débrouille. cassettes Canal+. Et donc, je ne sais plus comment, par quel forum et par quel moyen, je ne pourrais pas te dire ça exactement, et quelle date c'est exactement, et ça doit être 98, peut-être même 99. Mais je réussis à tomber sur le combat de Shamrock contre Gracie, contre Royce Gracie de l'UFC 5, là, le grand combat hyper long. Et en fait, ça m'intrigue grave, quoi. Ça m'intrigue grave. Je me dis, bon, bah, en fait, il y a du catch en réel, en vrai, tu vois. Et tout de suite, ça me prend de passion et je commence à essayer de découvrir un peu qu'est-ce qu'est l'UFC, tu vois. On n'est pas encore dans les règles unifiées du MMA, donc on parle même pas vraiment de MMA encore à l'époque. Mais j'essaye de mater le plus possible que je peux trouver. Alors, très difficile à l'époque. Et puis, au fur et à mesure des années, ça va se faciliter, tu vois, sur des forums, sur des trucs qu'on connaissait à l'époque. On récupère des liens, des choses qu'on peut télécharger et réussir à trouver des trucs, aller voir un peu de Pride, l'UFC du début des années 2000. Et donc, tranquillement, la passion, elle va monter. Mais on en parlera un peu plus dans les détails après si vous voulez, mais il y a eu des fluctuations. J'ai pas toujours été hyper suiveur de MMA tout le temps. J'ai eu des périodes et c'est revenu, c'est redescendu, c'est revenu. Là, ça fait une bonne dizaine d'années que c'est revenu à fond. Mais avant, j'ai eu des vraies périodes où ça m'intéressait moins parce que j'avais d'autres centres d'intérêt aussi dans le sport, en fait. Pardon, ça a coupé d'autres centres d'intérêt? Dans le sport. D'autres sports que je couvrais, notamment pour le journalisme ou que j'aimais aussi. J'avais pas que les sports de combat en passion, en fait. D'accord, ouais, c'était le sport en général. Mais Ouais. tu as eu quand même cet amour pour les sports de combat. Mais c'est marrant parce que c'est très drôle. Tu viens donc du catch à la base pour arriver au MMA. Mais tu sais que la lutte à livrer, par exemple, l'origine de la lutte à livrer, c'est le catch wrestling. Donc en fait, tu sais ce lien entre le catch. Bon, alors après, c'est pas le catch arrangé parce que le catch wrestling, c'était vraiment des combats. Enfin, tu vois, parce qu'on a eu d'autres combattants, même à l'UFC, qui venaient de cette discipline-là et qui nous apportent des clés toutes plus efficaces et violentes les unes que les autres. Et c'est ça qu'on aime en plus. Il y a quelques clés que moi que j'ai récupérées du catch wrestling. Mais il y a vraiment ce lien et cette passerelle qu'il y a eu entre le catch wrestling qui est devenu la lutte à livrer et la lutte à livrer qui, entre le jiu-jitsu brésilien, on va dire, et la lutte à livrer, ceux qui ont le plus été du côté MMA, c'est plus ceux de la lutte à livrer, donc du catch wrestling, tu vois. Parce que le jiu-jitsu brésilien, il y a eu vraiment la partie sport qui s'est développée en soi avec l'IBJJF, avec pas mal de choses. Et il y en a qui ont fait la passerelle avec le MMA, surtout au début. Et après, parce qu'il y avait l'IVC, il y avait le Vale Tudo, il y avait toutes ces choses-là. Mais par contre, la plupart des pratiquants de lutte à livrer se sont tournés vers le MMA. Tu vois, population peut-être un peu plus pauvre aussi et qui avait besoin aussi d'aller chercher l'argent vers le MMA. Et pour le coup, tu as même beaucoup de passerelles et de liens avec le catch au Japon, hein. Notamment époque Pride et tout. Enfin, tu vois, où ils avaient un style de catch qui était beaucoup plus stiff, comme ils disaient, c'est-à-dire réel que le catch pro américain. Et donc là, tu avais des passerelles énormes qui se sont faites au Japon pendant des années, avec des mecs qui étaient à la NWJP, leur grand orga de catch, qui repassaient du côté Pride. Enfin, il y a eu vraiment des passerelles. Donc, je trouve que c'est un parcours qui peut s'entendre, qui peut être logique dans la découverte. Mais merci à la WWE d'avoir amené Ken Shamrock chez eux. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est marrant que tu dis ça parce que justement, toi, tu n'as jamais vraiment pratiqué. On en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure, tu nous feras un petit point sur justement le peu que tu as pratiqué quand même. Mais toi qui n'as jamais vraiment pratiqué, est-ce que c'est un peu ta façon aussi d'apporter ta contribution à ce monde des sports de combat au travers du journalisme, en fait, d'apporter ta pierre à l'édifice, non pas dans ta pratique, mais plus dans le savoir que tu as accumulé depuis le début et grâce justement à cet événement-là? Ouais, je pense vraiment. Je pense que c'est complémentaire. Moi, j'ai jamais compris. C'est un débat qu'on a beaucoup eu dans le foot, notamment nous à RMC, où tu as des mecs qui disent tu peux pas juger, t'as jamais joué à tel niveau. Je trouve ça complètement stupide. Je citerai zéro nom. J'ai eu des fighters dans mon émission. Tu leur demandes d'analyser leur combat, ils sont incapables d'aligner 3 mots. Par contre, je serais incapable de monter dans la cage pour affronter le mec comme ils vont le faire.
Mais ils sont pas capables d'analyser. Ils ont pas ça en eux. C'est pas quelque chose qu'ils ont eux. Je pense que en France, c'est pas pour jeter des fleurs ou quoi. Je pense qu'il y a peu de mecs qui ont vu autant de combats de boxe que j'ai vu. Tu vois, parce que pour aller se taper des cartes au Japon sur des petites cartes Phoenix Battle à 10h du matin, il y a du monde. Donc je pense que j'ai une légitimité sur ça, sur le nombre d'heures que je me suis mangé de combat, tu vois, le nombre d'heures et puis d'essayer de l'analyser, puisque je suis pas pratiquant, je n'avais pas les réflexes de la pratique en fait. Donc c'était beaucoup essayer d'analyser pour essayer de comprendre ce que je voyais mieux que ce que je pouvais le faire, tu vois, basiquement au début, puisque j'ai pas les notions de la pratique qui me permettent de mieux comprendre. Donc je pense qu'il y a une légitimité à faire ça. Et vraiment, je te dis, c'est un débat qui m'a toujours halluciné. Et je me souviens dans l'after de Daniel Riolo qui disait à Dugarry, lui disait, t'es pas crédible, t'as jamais joué au foot. Et il lui disait, bah tu peux pas parler de Ligue des Champions parce que t'as jamais joué la Ligue des Champions ou très peu. Et tu vois, ce débat, il s'arrêterait jamais en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'un combattant pro qui aurait jamais fait la ceinture UFC, tu serais pas capable de juger un combat pour le titre à l'UFC parce qu'il l'a jamais fait. Donc je pense que c'est un faux débat et je pense qu'en effet tu peux apporter d'autres choses et en fait une autre vision, un peu plus de recul que certains qui sont trop dedans entre guillemets ont. Ouais, mais toi tu l'as subi ça? Non, je l'ai pas subi. Je l'ai encore jamais subi dans ce milieu-là et franchement je trouve ça très cool de la part de ce milieu-là. J'ai jamais eu en reproche de par les acteurs du milieu. Je l'ai déjà eu de spectateurs dans les commentaires de trucs qui disent mais lui il peut pas être crédible, il est tout fin et ça se voit qu'il a jamais fait de combat. Les acteurs, entraîneurs, managers, combattants, tout ce qui est promoteur, tout ce qui tourne autour, jamais une fois. Tu sais, j'ai envie de te dire, nous on pratique depuis, moi presque depuis toujours, hein, parce que j'ai commencé à 6 ans, j'en ai 38. Rolly, lui, toi t'as commencé avec moi véritablement. Ça fait 13 ans. Donc donc ça fait 13 ans. On a fait pas mal de choses, il y a pas mal de lignes sur le CV, et pourtant malgré ça, on arrive à avoir des gens qui nous disent qu'on est nul, qu'on ne pratique pas, et qu'on est deux geeks, justement, on a déjà eu ça, deux geeks qui ne connaissent rien à la discipline. Donc tu sais, même quand t'as pratiqué... Chez nous, Taylor Lapillus se prend des trucs en mode pourquoi tu juges ça, quoi. Pourquoi tu juges ça alors que t'as perdu un combat à l'UFC? Ok les gars. Ouais. Oh, mais ça on peut rien faire contre ça de toute façon, donc oui, non mais c'est vrai, et c'est marrant que tu parles de ça. C'était une question que je voulais poser un peu plus tard, mais justement parce que on a aussi ce débat, tu vois, tu l'as pour le journalisme, mais nous on l'a aussi sur est-ce qu'un coach, un bon coach est vraiment un bon compétiteur à la base ou pas, ou est-ce que est-ce qu'il faut vraiment que tu aies été à très haut niveau pour devenir un bon coach? Ça on l'a. Malgré ça, avoir pratiqué un petit peu, ça te permet, et ça on en avait discuté déjà en off au téléphone, toi et moi, ça te permet d'avoir quand même un ressenti que tu ne peux pas avoir si tu n'as jamais pratiqué. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est évident. Ouais. Donc, j'anticipe une question que je voulais poser tout à l'heure, mais dans la composition d'une équipe, par exemple pour un podcast ou pour autre chose, enfin, tu sais, pour du commentaire ou quoi que ce soit, toi, tu vois l'équipe type, tu sais, les All-Stars, on va dire, tu sais, tu la vois comment, en fait, toi, pour fonder ton équipe, parce que c'est toi qui fonde un peu ton équipe pour le podcast, le RMC Fighter Club. Comment tu vois l'équipe type pour toi? Pour moi, il faut absolument, en effet, quelqu'un qui est pratiqué. C'est absolue nécessité parce que, en effet, tu as raison, il y a des feelings qu'on n'a pas, qu'on peut pas avoir. Il y a des ressentis. Il y a tout simplement, à un moment, aller chercher une question sur un mec, tu vois. Comment toi, tu l'as ressenti, ce genre de situation quand tu étais combattant, comment tu as vécu ce genre de moment. C'est impossible de l'avoir quand on n'a pas été pratiquant. Donc, pour moi, la Dream Team absolue, elle se composerait d'un chef d'orchestre journaliste, un peu comme je fais, et de 2 consultants. Parce que c'est toujours bien d'avoir 2 avis différents de gens qui ont pratiqué. De pas s'enfermer dans une seule personne avec son seul ressenti, sa seule façon d'analyser les choses. Avoir 2 consultants et qui, dans l'idéal, dans une émission comme la nôtre, qui balaye plusieurs disciplines des combats, dans l'idéal, 2 consultants qui n'ont pas pratiqué la même discipline, qui viennent, tu vois, de choses assez opposées. Pour moi, c'est l'idéal que tu peux mettre. Au commentaire, je pense qu'il faut absolument aussi un pratiquant en tant que consultant. Mais pareil, je pense que le lead journaliste, c'est-à-dire ce qu'on appelle vraiment le lead en commentaire, celui qui va dire les premières phrases, faire tout le contexte journalistique, les histoires, ça pour moi, t'es pas obligé d'avoir pratiqué. Si t'es un bon journaliste, tu connais ton sujet et que t'as bien révisé et que tu connais le sport que tu vas commenter, t'es pas obligé de l'avoir parce que justement, t'as ton consultant sur lequel tu dois t'appuyer sur chaque truc technique. Là où des fois c'est problématique sur certains, c'est quand le commentateur se prend pour le consultant. Si tu as un consultant et un mec qui a pratiqué, c'est pas à moi de dire ça c'était une bonne chose technique ou quoi.
je m'appuie toujours sur lui. C'est toi qui as la connaissance, c'est sur ça que je vais m'appuyer. Que je donne ensuite mon avis, c'est possible, mais c'est pas mon avis qui doit être le seul sur la place quand j'ai un consultant technique. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est vrai que dans le choix des profils, c'est vrai que c'est important qu'il y ait des gens qui sachent aussi libérer la parole. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ne pas la monopoliser. Et puis, enfin, c'est vraiment quelque chose, nous, qui nous exaspère, justement, quand il y en a vraiment que justement, tu sens qu'ils n'ont pas pratiqué, qu'ils n'ont jamais mis les gants ou quoi que ce soit, et qui sont beaucoup trop sûrs d'eux, tu sais, qui n'acceptent pas justement la parole du consultant. Ça, c'est vraiment un truc, et ça, on l'a vu dans pas mal de choses, que ça soit sur des podcasts ou sur des commentaires ou ce genre de choses. Il y a des choses où, tu sais, des fois, je me tire les cheveux que je n'ai pas, justement parce que je me dis, mais écoute la personne qui a l'expérience, tu sais, que tu donnes ton avis, c'est normal, mais ne sois pas trop convaincu non plus, parce que il y a cet élément-là que tu n'as pas. Tu sais, des fois, c'est vraiment ça. Juste ce petit truc que tu n'as jamais vécu et que tu ne peux pas comprendre. Et si quelqu'un te l'apporte, en fait, essaie de l'entendre. Essaie de l'entendre. Tu sais, et moi, ce que j'adore, excuse-moi de te couper, mais ce que j'adore dans les sports de combat, c'est qu'ils ont aussi, en général, ces gens-là, ils ont la capacité, par contre, d'avoir l'humilité de dire à un journaliste qui a mieux vu des choses qu'eux, ok, c'est peut-être toi qui as raison. Ça, je l'ai vu beaucoup plus que dans d'autres sports. Et tu vois, moi, pour l'anecdote, la dernière fois que j'ai commenté Naoya Inoue, c'est comme ça qu'on le prononce. La dernière fois que je l'ai commenté, j'étais avec John Dovey. Et au moment de le co-main event, c'est Yoshiki Takei, ancien du pied-point, qui est champion du monde de boxe désormais, en bantam. Et il rentre, et derrière, il y a Akira Yagashi, qui est son coach, un ancien champion du monde de boxe. Et il y a Yuta Sakai, qui est un des gros prospects du Ohashi Gym, qui est la salle de Naoya et de Takei à Yokohama. Et je cite les deux, alors la caméra est sur eux pendant 5 secondes, et je dis, ah tiens, il y a lui, et il y a lui derrière Yoshiki qui arrive. Et John Dovey, qui est consultant avec moi, donc qui est l'homme qui a l'expérience et sur lequel je dois m'appuyer, il coupe le micro, il me regarde, il dit, mais t'es un psychopathe, et j'adore ça. Et tu vois, en fait, il m'a fait comprendre, lui est incapable de citer ces deux noms-là. C'est pas un reproche que je lui fais, il est pas malade mental de la boxe au Japon comme je le suis. Donc, mais j'avais vachement apprécié, tu vois, qu'il me fasse noter que, voilà, je m'efface sur ces trucs-là, je m'efface face à toi parce que c'est toi qui connais. Oui, mais parce que tu es dans ton rôle, en fait. Tu es dans ton rôle, justement, tu sais, j'aime bien employer ce terme-là parce que j'en ai rencontré et on en a dans nos auditeurs, mais d'encyclopédie. Tu vois, c'est vraiment ce terme-là. C'est-à-dire que là où nous, on aura passé du temps sur le tapis, toi, tu auras passé du temps à apprendre toutes ces informations-là qui sont aussi très importantes dans ton travail. Parce que tu apportes ce côté, justement, précision dans le détail de l'information que nous, on n'aura pas parce que on peut pas être au four et au moulin aussi en soi. Ouais, c'est complémentaire. Totalement complémentaire. Et tu vois, je me vois pas, parce qu'on a des émissions comme ça à RMC, moi, je me vois pas aller dans une émission où j'expliquerais techniquement ce qu'il fallait faire, tu vois, ou ce qu'un mec doit faire dans une preview d'événement. Ça me paraît, c'est pas mon rôle, j'ai pas la légitimité. Par contre, je peux présenter l'émission. Ouais, mais même si en soi, tu sais, à force d'analyser, tu sais, moi je pars du principe que tu peux apprendre en observant. Tu vois, moi quand j'ai un élève blessé, par exemple, je lui dis, mais viens quand même parce que tu vas regarder la technique et puis tu vas la mentaliser et tu vas l'apprendre. Tu as des gens qui ont une mémoire photographique. Enfin, moi je sais que j'ai cette faculté-là de juste envoyer une technique, de pouvoir la reproduire. Tu vois, alors pas forcément de la placer en combat, mais au moins de savoir la reproduire, tu vois. Donc, c'est pas parce que tu pratiques pas que tu peux pas avoir cet œil-là, tu vois, aussi. Donc, même si tu n'as jamais mis les gants, même si tu n'as jamais mis un kimono, tu peux avoir cette faculté de savoir repérer le pied, le positionnement, le pourquoi du comment, tu vois, c'est possible aussi. Moi, je l'ai beaucoup sur le jugement en boxe. Parce que des deux sports, quand même, pour le coup, entre MMA et boxe, je sais pas si c'était une de tes questions plus tard, celui que je préfère, c'est la boxe. Celui que j'ai le plus maté aussi, je pense, quand même, c'est la boxe. Et je sais que j'ai un bon œil de jugement en boxe. À force d'avoir vu des milliers de rounds, je comprends vraiment bien ce qui se passe sur un. Et j'ai déjà vu régulièrement sur des gros combats des dernières années, là, où sur les réseaux, je vois un boxeur qui a pratiqué, qui a beaucoup de combats pro, et qui est incapable de comprendre ce qu'il regarde. C'est-à-dire où il y a des vrais gaps de jugement, et je mets ma main à couper que j'ai raison et pas lui. Non, mais ça, de toute façon, c'est hyper courant. Nous, on s'est fait ce constat plein de fois. Les combattants, en général, sont de très mauvais analystes.
Et parce qu'ils ont la tête dans le guidon et puis ils voient leur style et souvent c'est le coach qui en plus va donner la ligne de conduite et va faire justement le game plan et va décortiquer tout ça. Finalement, le combattant c'est un exécutant. Donc après, ça veut pas dire que tout ce que c'est valable pour tous les combattants. On va mettre un disclaimer. Ouais, non, bien sûr. Il y a des C'est en combattants qui général, sont de mais il y très a des bons analystes et exceptions, tout bien sûr. ça. Tu vois. Tu prends Alex Pereira qui, comme on disait la dernière fois sur le dernier podcast, en une seconde, il regarde la vidéo juste de l'UFC dans le vestiaire de Jiri Prochazka, qui en une seconde détermine à son échauffement qu'il va pouvoir faire ça parce qu'il a déterminé ci et ça. Lui, c'est un excellent analyste, ce qui fait que ça sera peut-être un excellent coach, mais c'est pas valable pour tout le monde en tout cas. Ouais, tu vois, pour prendre l'UFC, il est hyper sympa et aux commentaires, il est plutôt assez fun. Il met de la bonne humeur dans la voix. Je suis pas sûr que Daniel Cormier soit le meilleur analyste possible de MMA. Pour le dire gentiment. Pour le dire très gentiment. C'est même catastrophique. Et puis, il est tellement parti pris, tu sais aussi. Le problème, il est là. C'est qu'il est. Tu vois, je disais tout à l'heure que tu savais prendre le recul, c'est dans ton quand je te présentais, pour savoir, tu vois, faire en sorte de bien faire ton métier. Lui, il a du mal à faire ça, à prendre du recul, justement. Déjà, quand il s'agit de Eke, de la team Khabib et tout ça, tu sais déjà que tout ce qu'il va dire, déjà, tu t'es sûr que c'est faussé, que c'est biaisé. Au sujet de toi, est-ce que tu as su très tôt que tu serais journaliste? Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu par la suite? Oui, quand j'avais 10 ans. J'ai jamais voulu faire autre métier que journaliste de sport. Je dis bien journaliste de sport parce que journaliste sportif, ça ne veut rien dire. J'ai toujours fait ça. Je crois que c'est à 10 ans pendant les Jeux de Barcelone ou alors le championnat du monde à Toronto en 94. Mais je réécrivais parce qu'une de mes autres passions, c'est le basket que j'ai beaucoup pratiqué jeune. Et je réécrivais les articles de l'équipe. Je sais plus si c'était 92 ou 94. J'avais des grands cahiers à la maison et je réécrivais tous les après-midi les articles de l'équipe à ma sauce, selon ce que j'avais vu moi dans les. J'ai absolument toujours voulu faire ça et j'étais persuadé que je ferais que ça. Et ça a marché. D'accord. Et justement, c'est ma question d'après. En fait, si tu devais retracer ton cursus jusqu'à RMC, jusqu'à aujourd'hui, dans les grandes lignes, hein, je ne vais pas te demander au jour pour jour, mais comment justement tu as creusé ton tunnel, tu as fait ton chemin pour en arriver là, quoi? Donc, je fais un cursus traditionnel, tu vois, bac économie traditionnel. Ensuite, je fais une année d'études dans une école qui s'appelle l'ISCOM, qui est une école de communication journalisme. Il m'avait un peu survendu le côté journalisme, en fait, c'était plus communication. Mais le gros intérêt, c'est qu'un de mes profs, en tout cas pour le cours de journaliste, le prof était journaliste de sport à France Soir, le quotidien à l'époque, qui à l'époque n'était pas encore une page internet complètement complotiste, mais un journal qui avait pignon sur rue et qui était même, en France en tout cas, qui avait un passé historique. C'est le journal qui a le plus vendu en termes de quotidien dans l'histoire dans notre pays. Et donc, il était journaliste de sport chez eux. Et donc, on avait un stage en fin d'année et on s'était très bien entendu. Il avait compris que j'avais une grosse passion du sport et il m'a proposé de venir en stage 2 mois à France Soir pour la fin de ma première année d'études. J'ai fait les 2 mois de stage à France Soir. J'ai squatté comme jamais tu squattes. J'étais là à 22h parce qu'à l'époque, France Soir, il y avait encore l'imprimerie en bas. Je venais jusqu'à l'impression du journal. J'étais là le matin à 8h. Enfin, je leur ai fait comprendre que les gars, je quitterai plus cet immeuble, c'est mort. Et à la fin des 2 mois, ils avaient 2-3 départs dans le service. Et le grand chef, j'avais que 18 ans, mais le grand chef est venu me voir. Il m'a dit, écoute, t'es un journaliste naturel, il me semble. T'es fait pour ça et on aime ce que tu fais. Et let's go, on t'offre un contrat. Donc, j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit, vous allez économiser 3 années d'études. Vous n'allez pas payer l'école pendant 3 années et c'est moi qui vais être payé. Et voilà, c'était parti comme ça. Et ensuite, derrière, plusieurs années à France Soir. Des passages dans plusieurs entités, journaux. J'ai travaillé longtemps pour Sport, qui était un magazine gratuit distribué dans le métro à Paris. Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais qui a été tiré à beaucoup d'exemplaires. C'était entre l'époque 2005-2010, quelque chose comme ça. J'ai travaillé au Journal du Dimanche. J'ai travaillé à D8, quand ça s'appelait encore D8 et non C8, où je m'occupais du sport sur Internet. J'ai pigé pour pas mal de choses à droite à gauche et puis je suis vraiment commencé à rentrer dans la boucle à RMC au début des années 2010 ou 2011 avec des premières piges au site web. Ensuite j'ai beaucoup travaillé pour le web chez eux puisque c'est ma première passion, c'est quand même l'écrit et la littérature, donc j'ai beaucoup écrit pour leur site web sur beaucoup de sports différents. Et à partir de 2016 j'ai été transféré vraiment en contrat à temps plein à RMC, mais pour s'occuper du site de SFR Sport, qui est l'ancêtre des chaînes de télé de RMC Sport. À l'époque, on avait la Première Ligue, les choses comme ça.
et des gros combats de boxe, donc ce qui me plaisait beaucoup. Et puis on récupérait via Combat Sport, on récupérait les droits de l'UFC, donc j'avais déjà des yeux qui frétillaient et qui étaient émoussés par cette possibilité. Donc ça, c'était en 2016. On a tenu le site pendant 2-3 ans, puis en 2019, je suis revenu au site internet global de RMC Sport, où j'ai commencé une rubrique de long format. L'écriture longue, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et en parallèle, j'ai réussi à convaincre, ça faisait plusieurs années que je les tannais, et j'ai réussi à convaincre RMC de lancer le Fighter Club, donc on est en 2019, et d'avoir un podcast sur les sports de combat, sur le MMA et la boxe. C'est vraiment l'explosion du MMA qui les a convaincus en fait que ça pouvait marcher. Et derrière, ça a déroulé parce qu'RMC se met à mettre le paquet sur le MMA, parce qu'on a un chef, Laurent Salvaudon, pour le citer, qui nous a quittés depuis, enfin qui est plus à RMC, mais qui a vraiment voulu mettre l'accent sur ce sport et qui a senti qu'il y avait quelque chose à développer, qu'il y avait une explosion qui allait arriver. Donc moi, je me suis engouffré dans cette brèche-là, et puis j'ai été transféré au service télé pour aujourd'hui participer à l'ensemble de l'équipe MMA de RMC et sport de combat plus généralement. Mais ouais, c'est un parcours qui, je pensais pas que ça me mènerait là, parce que je pensais pas qu'RMC aurait un jour mettrait autant de moyens, d'envie et d'énergie sur les sports de combat. Quand j'ai obtenu le Fighter Club, pour moi, c'était la limite. J'avais déjà fait une sorte d'exploit et c'était absolument fabuleux d'avoir obtenu ça à côté des autres podcasts football, F1, tennis, rugby, tout ce que tu veux. Et je pensais pas que ça irait aussi loin. Et aujourd'hui, je suis quand même aux anges de pouvoir être au milieu d'un truc qui réunit finalement mes deux passions, à savoir le journalisme et le sport de combat. Et puis en plus de pouvoir naviguer entre les deux mondes, entre le monde de la boxe et le monde du MMA. C'est-à-dire que t'es pas cantonné que au MMA, par exemple. Moi, c'était un point central aussi du lancement du Fighter Club, boxe et MMA. Je ne veux pas d'un podcast de MMA pur. Je veux, et d'où le nom aussi Fighter Club, je veux réunir les amoureux de sport de combat. Je sais bien que tout le monde ne regarde pas tous les épisodes et qu'il y a beaucoup de fans de MMA qui n'aiment pas la boxe ou qui ne sont pas suiveurs plus que ça. Mais pour moi, ça me plaît de parler à cette communauté-là de gens, dont fait partie aussi Baba, tu vois, des gens qui ont l'amour du sport de combat de façon globale. C'est ça, parce que tu vois, nous, on le dit régulièrement sur la chaîne, mais on suit pas la boxe anglaise énormément. On va regarder les gros combats, mais voilà. Mais par contre, tu vois, moi, je me plais à écouter vos épisodes de boxe, justement parce que ça nourrit ma culture. Tu vois, moi, j'ai toujours navigué dans plusieurs sports de combat et arts martiaux. Enfin, moi, tu sais, ce truc de mytho de jutsu, les arts martiaux, c'est pas bien, ceci, cela. Moi, j'ai jamais fait de scission entre les deux. De toute façon, l'origine des sports de combat, c'est les arts martiaux, tu vois, par exemple. Mais l'origine du MMA, c'est le mixed martial arts. Donc, c'est l'entièreté de ce que tu peux mettre dans le MMA, en fait, tout simplement. Et la boxe en fait partie. Moi, je te dis ça, mais je suis boxeur avant de faire du jiu-jitsu brésilien. Enfin, tu sais, j'ai fait judo, boxe, et après, j'ai été dans les arts martiaux avec le Jeet Kune Do, j'ai fait un peu de Krav Maga, j'ai fait du Kali, j'ai fait plein de choses. Mais donc, la boxe me plaît. Mais c'est vrai que juste le fait d'écouter vos podcasts, du fait que ça hype certains combats, que je vais être plus intéressé, tu vas aller voir, alors que j'y serais peut-être pas allé de moi-même. Tu vois, juste ça déjà, rien que pour ça, c'est nécessaire qu'il faut que ça soit présent, en fait, sur ce podcast-là. Parce que tous les podcasts parlent MMA. Et c'est trop cool ce que tu dis, parce que moi, c'est un truc qui me tient très à cœur. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de témoignages de gens qui étaient MMA et qui ont découvert la boxe mieux grâce à nous, qui se sont mis à regarder les combats. Je vais pas te mentir, ma plus grande fierté, c'est quand je reçois un message de mec qui me dit « Je suis devenu fan de Naoya grâce à toi. Je connaissais pas le Cub, je savais même pas qu'il existait. Et aujourd'hui, je rate plus aucun de ces combats. » Et je trouve qu'on a réussi notre mission, qui est de transmettre en fait notre passion et de transmettre cet amour qu'on a pour ces sports-là. Et pour rebondir sur ce que tu dis, il n'y a rien qui m'insupporte plus. Des fois, de temps en temps, dans l'émission, je m'amuse parce que je sais que ça titille un peu les gens à dire, bon, cette année, la boxe, ça fait une meilleure année que le MMA quand même, les gars. Enfin, je me suis plus amusé, tu vois. Ça m'amuse de titiller un peu. Mais sinon, globalement, sur les réseaux, notamment X, quand tu as des grands débats avec des mecs qui te disent, mais j'aime pas la boxe parce que c'est pas un vrai combat, c'est pas comme le MMA. Et à l'inverse, des mecs qui te disent, mais le MMA, moi, j'aime pas. Moi, c'est la boxe, c'est le noble art. Je supporte pas ces débats-là. Si vous aimez pas, restez dans le sport que vous aimez, j'ai aucun souci avec ça. Mais ces deux sports sont magnifiques. Ils ont beaucoup de choses à nous apporter et beaucoup de belles valeurs à nous apporter. Et cette opposition qui est en fait un manque de confiance aussi, tu vois. C'est-à-dire que le fan de MMA, putain, mais en fait, la boxe, c'est peut-être bien, mais il faut que je défende mon précaré. Le fan de boxe, c'est la même chose. Ah, comment ils peuvent m'attaquer, comment ils peuvent prendre des parts de marché sur notre vieux sport. Je supporte pas ça, les gars. Restez dans ce que vous aimez si vous voulez, mais
essayez de vous ouvrir parce qu'en fait, c'est génial. Et quand t'aimes, ça me paraît incompréhensible d'aimer l'un sans aimer l'autre, en fait, je te jure. Mais c'est comme ceux qui regardent du MMA et qui critiquent quand ça va au sol, tu vois, c'est pareil. Ouais, total. C'est qu'ils veulent que ça reste debout. Ouais, mais il y en a de moins en moins quand même. Tu sens quand même que ça change, ce point-là. T'as raison, il y a une éducation qui se fait de plus en plus. Mais en effet, nous, on est souvent, Baba, il me le dit souvent, mais les gars, si vous aimez pas, allez voir le Glory ou le One. Enfin, il y a des très bons combats de Muay Thai. J'ai souvent entendu dire ça. Il y a des très bons combats de Muay Thai, donc arrêtez de vous embêter avec le MMA, en fait. C'est vrai. Nous, on essaie d'éduquer justement, alors pas sur la boxe anglaise, mais sur le sol. Et pareil, quand on avait fait l'épisode sur la DCC et le CGI, le fait que des gens aient pris le temps d'y aller et de découvrir la discipline, tu vois, là, on a parlé dans le dernier épisode d'actu du Fury Pro Grappling. Bah, s'il y a des gens qui découvrent la discipline et qui y vont et qui commencent à s'intéresser et donc à s'éduquer et à éduquer leur œil, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'observation, mais c'est pourquoi on n'aime pas, parce que l'œil, il n'est pas encore habitué à la discipline. Et plus on en regarde, plus on s'habitue, et plus on comprend, plus on apprécie, plus on regarde, et c'est un cercle vertueux, entre guillemets. Donc, et ça donne des clés pour le MMA derrière aussi. Nous, dans les plus de 300 Fighter Club aujourd'hui, on en a fait un sur la DCC, et on a reçu Craig Jones, une fois, pour toute une émission. Et je me souviens très bien que mes producteurs m'avaient dit « Alex, ça marchera pas ». Je dis « Oui, ça marchera pas, mais on est là pour de l'éducation ». On a décidé que ce podcast aussi, on essayait d'éduquer les gens au sport de combat, leur faire découvrir tout ce que c'est. Et c'est une part dont je voulais absolument parler. Ça fait partie des sports de combat, ça fait partie du MMA que beaucoup de gens aujourd'hui apprécient en France. Faisons-leur découvrir ces gars-là. Et au final, les épisodes sont top et les producteurs étaient ravis qu'on ait fait ça. Mais tu vois, la première approche, c'est de dire « Mais ça va, c'est trop niché ». Mais c'est pas grave. Faisons des. En termes d'audience, ça avait marché ou pas? Plus qu'il l'imaginait. Moins qu'un épisode classique de MMA. Ouais, parce qu'il y a quand même des demandes sur ces sports. Hein. Ouais, c'est pour ça. Ça n'en parle. Plus que ce qu'ils imaginaient. Et plus que certains épisodes de boxe anglaise. Tu vois Sur des combats très, très particuliers ou très nichés, tu vois, où on a plus de mal à attirer le public. Un Craig Jones avait quand même. En plus, tu vois, tu ramènes des gens qui. Putain, les mecs, ils ont eu Craig Jones. Attends. Donc, ça avait vraiment mieux marché que ce qu'on pensait. Ouais, mais surtout qu'en plus, c'est un sport qui est à la mode. Ouais. Oui, ouais. C'était au moment où il était coach de Volkanovski. Exactement. Avec Islam. Ouais. C'était le prétexte. Donc, ouais. D'ailleurs, l'intro de l'émission, c'est de dire c'est le coach de Volkanovski qui a préparé ce combat contre Islam. Et en fait, si tu écoutes l'émission, on fait 5 minutes là-dessus. Et on déroule beaucoup derrière sur lui, sa carrière, le jiu-jitsu, tu vois, et tout ça. Parce que un prétexte qui permet d'attirer les gens, et derrière, faisons découvrir ce mec-là. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, parce que tu sais, t'as une évolution là, on en avait un peu parlé, mais tu me disais qu'ils allaient encore plus peut-être mettre l'accent là justement RMC sur les sports de combat. Est-ce que dans l'évolution justement des RMC, et on en a parlé en off, mais c'est bien d'en parler aussi là, est-ce qu'ils vont s'ouvrir justement peut-être un petit peu plus à d'autres disciplines dont le sol, parce que à l'époque où il y avait SFR Sport, il y avait du jiu-jitsu brésilien, il y avait du grappling et il y avait même le circuit français qui était diffusé avec justement les compétitions de la FFL et tout ça qui était médiatisé. Il y avait la Supreme League, il y avait des choses comme ça. Moi, j'étais content de voir ça à la télé. Le G1 qui avait été qui avait été diffusé. Donc moi, je sais que j'adorais avoir justement ces compétitions-là qui étaient publiées. Mais ça peut être autre chose, ça peut être aussi des trucs internationaux, parce que maintenant il y a de plus en plus de galas, il y a les droits, de toute façon vous avez les droits de l'UFC, donc l'UFC met l'accent sur le grappling en ce moment, avec l'UFC Fight Pass Invitational, avec le Fury, avec pas mal de choses comme ça. Est-ce que à l'avenir, on a une chance d'avoir plus d'événements grappling jiu-jitsu brésilien? Je peux pas t'assurer que tu le verras. En tout cas, la porte, elle est pas fermée du tout. Elle est assez ouverte. Moi, je suis assez clair, je suis pas décideur de ce qu'on diffuse. C'est pas mon niveau de responsabilité à RMC. Ouais. Je ne peux que donner des conseils ou dire ça, ce serait bien. Mais c'est pas moi qui va être le décideur de ça. Par contre, ils savent que c'est intéressant, ils savent que ça peut réunir des gens aussi. Donc, je pense qu'ils sont attentifs. L'accent a été mis, vous avez dû le comprendre ces dernières années, surtout sur le MMA, sur les orgas de MMA, au-delà de l'UFC, avoir le plus d'orgas possible, être vraiment la chaîne. Si tu es fan de MMA, en gros, notre idée, c'était que tu te dises je peux pas ne pas être sur RMC parce qu'ils ont tout pratiquement, ou pratiquement tout en tout cas. Mais le MMA a aussi un problème, on peut pas en diffuser avant 20h30 sur une chaîne de télé. Donc, pour l'instant, c'est beaucoup de rediff de boxe qu'on a par exemple, de choses comme ça. Donc, je sais qu'ils sont attentifs à voir quels autres genres de produits ils pourraient proposer, qui pourraient aussi rentrer dans ces cases-là, tu vois, et permettre de diffuser d'autres choses la journée. Donc,
la porte est ouverte, ils ont le regard dessus. Je pense que certains événements comme l'UFC Fight Pass Invitational, tu vois, avec des noms qui parlent aux fans de MMA, c'est le genre de choses qui va pouvoir les convaincre. À mon avis, la DCC classique, tu vois, normal, je le vois pas tout de suite. Ou alors, il faudrait que les événements avec des mecs UFC aient marché pour que derrière, ils soient incités à se dire, tiens, il y a peut-être moyen de prendre ça. Mais ce genre d'événement, ça peut en effet, ça m'étonnerait pas que dans quelques années ou dans quelques mois, t'en vois chez nous. Ouais. Ouais, parce que maintenant, tu peux vraiment voir des personnalités en fait émerger sur le grappling. Tu vois, on l'a vu avec Gordon Ryan, on parlait de Craig Jones, mais il y en a plein d'autres. Tu sais, il y a des rivalités qui se créent parce qu'il y a du business qui se crée aussi autour de la discipline. Donc il y a des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer en fait pour attirer aussi le public en fait tout simplement. Donc donc ouais, je pense que de toute façon, si l'UFC parie là-dessus, c'est pas pour rien. Et moi, je vais te dire, tu sais, tu parlais des rediffusions de boxe et tout ça en journée. Moi, un des trucs qui fait que je ne regarde que très rarement RMC, à part pour regarder l'UFC, c'est justement parce qu'en fait, on retombe toujours sur les mêmes événements. En fait, ils tournent en boucle. Et je me dis, il y aurait tellement de choses à faire, en fait, pour que tu aies un panel d'événements un peu plus complets à mettre en place, pour que justement des gens comme nous puissions passer plus de temps, tu sais, sur la plateforme. Parce qu'en Après, fait, c'est vrai que moi, j'y vais jamais. c'est intéressant de rentrer là-dedans parce que, bien sûr, je peux pas vous donner tous les détails. Enfin, vous comprendrez qu'il y a des secrets de fabrication maison aussi. Mais parce que ça va répondre à beaucoup de choses que beaucoup de gens s'interrogent sur ce genre de questions comme tu poses, Tom. On n'a pas un portefeuille illimité. C'est-à-dire qu'on a des budgets. Chaque événement qu'on achète est payant. On paye des droits pour diffuser des événements. Parfois les budgets baissent, parfois ils montent. Tu vois, ça dépend des années, de ce qui s'est passé dans le groupe. On est un groupe média global, il n'y a pas que RMC Sport. Et donc on peut pas tout acheter non plus, tu vois. Ça peut pas être un truc où on arrive et c'est la fiesta et tiens, on prend tout ce qui passe dans le monde du sport de combat et c'est parti. Donc il y a des choix qui ont été faits. Comme je vous disais, l'orientation est plus MMA ces dernières années parce que ça marche aussi et qu'on le voit sur les chiffres d'audience. Donc ça va plus dans ce sens-là. Mais on n'est jamais fermé aux opportunités. Donc, s'il y a de belles opportunités qui se font, qui rentrent dans notre portefeuille et qui rentrent dans les budgets possibles, ça peut être jouable. Mais je peux pas vous dire, on va tout acheter parce que c'est pas le cas. C'est pas comme ça que marche un média. Chaque fois que tu passes un événement, il y a aussi des moyens de régie. Il faut une régie pour assurer la diffusion, ce genre de choses. Enfin, tu vois, il y a beaucoup plus de choses qui se passent en fait que juste, tenez les gars, achetez les droits. On est d'accord, mais tu vois, par exemple, sur le circuit français, aujourd'hui, t'as des événements qui pop un petit peu. Le Sakula Flow, par exemple, moi, j'ai jamais encore assisté à un événement, mais tous ceux que j'ai vus qui sont allés, et je vais le faire dans pas longtemps, mais qui ont participé en grappling ou en jiu-jitsu brésilien à ce truc-là, se disent c'est super, c'est très rapide, c'est des petits combats de 3 minutes où les adversaires s'enchaînent. Enfin, tu sais, en fait, t'as une poignée de combattants, mais qui tournent jusqu'à ce qu'il y en ait un qui gagne. Enfin, tu vois, qui marque un point, ou je sais plus, j'ai plus le règlement en tête, mais tu sais, c'est un truc qui est assez fun à regarder, tu vois. Il y a des événements peut-être français qui pourraient être poussés, donc qui donneraient plus de visibilité et qui permettraient de maximiser encore plus justement la discipline en France, parce qu'on parle de progression, tu sais, des fighters français, ce genre de choses. Mais il faut des événements qui peuvent permettre aussi l'éclosion de ces fighters. Donc, si RMC là peut-être un moindre budget parce qu'il y aurait peut-être pas de droit à acheter en soi, tu vois, ça serait plus une diffusion et je pense que ça serait du gagnant-gagnant, tu vois. Il peut y avoir peut-être des idées comme ça pour comme avant à l'époque quand c'était la FFL, tu vois, qui était diffusée, tu vois. C'est marrant ce que tu dis, mais moi, tu vois, alors pour le coup, on peut lancer un appel aussi, hein. Mais il faut nous contacter en fait. C'est-à-dire que vraiment, pour le coup, tu vois, si c'est des orgas qui disent, nous, on veut faire du donnant-donnant, on vous donne tout est gratos, mais juste contactez, ça coûte rien. Si c'est non, c'est non. Mais si c'est oui, ça peut être bon aussi. Le problème aussi, tu vois, qu'on a là, c'est que même quand on achète un truc gratuit, il faut un commentateur, il faut un consultant, il faut une salle pour commenter. Donc une régie, le trafic à la régie qui doit commuter les images. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des coûts à chaque fois qu'on fait des trucs. Donc moi, c'est au-dessus de moi et ça, je peux pas. Je connais même pas les budgets exacts, tu vois, qu'on a ou ce qu'on peut faire machin. Mais je sais que l'accent est beaucoup mis. Tu vois, on met beaucoup de notre budget sur les sports de combat, donc on peut pas tout acheter. On peut pas tout acheter et peut-être qu'un jour il y aura des choses comme ça et je l'espère. Et puis il y a des fois il y a des événements qui aident pas entre guillemets. Je vais être très clair. Le combat de Damien Lapillus et Damien Ayoub au LSFC en grappling. Ce genre de choses, quand des dirigeants d'RMC revoient ça, ça aide pas du tout les gars. Je sais. Parce que 10 minutes sans qu'il se passe pratiquement rien et sans points et qu'à la fin tu sais même pas qui a gagné. Enfin,
Ça les aide pas à convaincre pour le grappling. Ah non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais après, voilà, c'est ce qu'il y a, c'est que ça, c'est le travail après, on va dire, aux organisateurs de choisir mieux leur profil. Et puis Tu vois, après, il y a en aussi. fait, là où je te donne un exemple, c'est que par exemple, quand on a pris le One, bon, bah, les dirigeants, ils ont regardé un ou deux One Friday Fights. Mec, ils ont vu 9 KO en 11 combats, avec des mecs qui s'arrachent la tête à 17 ans, tu vois, des Thaïlandais fous furieux. Ils ont dit, c'est où qu'on signe? Ouais. Tu vois, il y a une notion aussi de spectacle et de comment on va pouvoir attirer les gens et le vendre. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, tu vois, les combats du One en grappling, par exemple, eux, bah, t'as de quoi faire. Complètement. Et on a essayé, c'est une idée qu'on a beaucoup dans l'équipe édito, dans les grosses soirées One qu'on va avoir maintenant, d'essayer de mettre un peu plus, tu vois, les gros grappleurs du One en avant aussi. C'est peut-être une des portes d'entrée, tu vois, pour qu'on revienne sur la des question, événements grappling. C'est qui va commenter ça? Enfin, nous, tu vois, en tant qu'expert de la discipline, qui va commenter ça? Parce que c'est très important pour que les gens comprennent, d'avoir la bonne personne qui peut les éduquer aussi, tu vois, vulgariser ce qui se passe. Tu vois, c'est ça. Parce que sur les phases de sol. C'est pour ça que j'adore que Baba commente le One. Oui. Il est ultra légitime. Ultra légitime. Et il explique très bien, mais tu as raison, hein, ça c'est aussi, tu vois, le jour où on se met au grappling, il faut qu'on trouve du consultant grappling. Parce que les consultants qu'on a aujourd'hui connaissent le grappling, mais c'est pas leur spécialité. Oui, c'est clair. C'est clair. Bah, à ce niveau-là, surtout. Donc voilà. Bon, bah, tu parlais de faire un appel, on fait des appels, nous, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, mais parce que je sais que, pour une parenthèse, il y a quelques années, on avait eu quelqu'un qui m'avait dit, un promoteur de boxe en France qui m'avait dit, ah, RMC, il nous boycotte. Le mec n'avait jamais appelé RMC pour vendre son événement. Oui. Comment tu veux qu'on te boycotte si tu nous sollicites jamais? Ouais, je suis d'accord. Tu vois? Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que ce podcast, tu vois, s'il y en a quelques-uns qui écoutent et qui font justement ce type d'événement, tu vois, ça peut être intéressant, tu vois, pour qu'ils se disent, bah, en fait, si c'est aussi simple que ça en soi. Enfin, quand je dis aussi simple que ça, après, tu l'as dit, c'est oui ou c'est non. Oui, mais au moins, on peut tenter notre chance. Voilà, ça ne te garantit pas qu'on va, parce qu'on ne prend pas tout, comme je t'expliquais. Il y a des stratégies mises en place, il y a des budgets, des choses comme ça. Mais tu sais, c'est le loto. Tu peux pas gagner si tu joues pas. Non, c'est vrai. Puis après, il y a d'autres choses. Tu sais, vous faites, alors là, on dévie complètement de ta découverte, mais peut-être pour clôturer, tu sais, vous faites des films RMC, ce genre de choses. Mais je suis sûr qu'il y a plein de petites émissions, tu sais, récurrentes qui pourraient être faites, tu sais, des choses qui se font aux États-Unis. Tu sais, je me souvenais de Human Weapon ou de ce genre de choses. Tu sais, des gens qui allaient découvrir une discipline ou qui allaient parcourir, tu sais, un peu la France, découvrir des salles. Ce que faisait un peu Lucie Berthaud à un moment. Tu sais, où elle allait voir les personnes et tout ça. Ça, c'est le genre de truc que j'aimais beaucoup aussi regarder et qui peuvent être une bonne idée, tu sais, à creuser pour que les gens puissent aussi s'éduquer, voir des gens, se dire, ah, bah tiens, il y a une salle en fait à 20 km de chez moi, je savais pas. Tu sais, enfin, tu sais, des trucs comme ça, tu sais, c'est intéressant, ça marche très bien parce que tu regardes Greg MMA qui faisait ça avec justement Karaté Bushido, tu vois, qui allait voir des profils et tout. C'est des choses qui fonctionnent très bien et qu'RMC, peut-être, je sais pas. Je dis ça comme ça, hein. Je sais pas combien ça coûte non plus, donc mais c'est des idées, tu vois, il y a des idées comme ça qui peuvent c'est des choses que l'émission La Carte que font Antoine Simon et Taylor Lapillus, c'est un peu un pas vers ça, tu vois, avec où on a installé une cage dans les studios de RMC où ils viennent expliquer vraiment ce qu'on peut attendre de tel ou tel combat techniquement. On commence à aller vers ce genre de choses. En effet, c'est une envie qu'on aurait, tu vois, d'éduquer un peu plus dans ce sens-là aussi, d'aller faire des choses comme ça. Et après, c'est des questions de choix, tu vois. L'accent a beaucoup été mis en termes de documentaire ou de choses sur les films RMC, et je pense que c'était une très, 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 très bonne idée, vu la qualité des produits proposés et vu la réussite qu'ils ont. Et c'est quelque chose qu'on continue. Donc, on a plus été vers cet esprit-là, tu vois, mais c'est des choses ça évolue tout le temps, les médias. Hein. On est tout le temps dans des stratégies qui changent, dans des nouvelles idées, dans des nouvelles choses. Donc, c'est des choses vers lesquelles on pourrait clairement aller. Ouais. Ok. J'ai deux questions qui s'apparentent un peu l'une à l'autre, mais sur deux aspects différents. Tu me dis, tu sais, comme ça, pour gagner du temps, laquelle tu te plais plus à répondre, on va dire.
Il y en a une, c'est, je sais que t'es pas forcément fan de l'évolution du MMA. Justement, c'est pour ça que tu préfères la boxe anglaise et tout ça. Donc, la première question, c'est si tu veux nous donner un peu plus de points de vue là-dessus. Et la deuxième, c'est ta vision du MMA français, les protagonistes, les futurs champions ou non, la façon dont on a tendance à un peu surcoter les combattants très vite pour après les descendre en flèche, tu sais. Mais ça, c'est valable en boxe comme en MMA. Savoir un peu ton avis là-dessus. Alors, soit répondre à l'une, à l'autre ou les deux, je sais pas, Ouais. mais On va faire un mix des deux. On va faire un mix des deux. voilà. Ouais. Tu m'as entendu, je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, donc c'est pas quelque chose qu'on va découvrir pour le coup. Je suis pas fan de l'évolution du MMA. Alors peut-être que ça vient du fait que j'ai découvert ce sport avec le catch. J'y pensais l'autre jour, en me disant, mais le MMA, c'est un freak show à la base. Enfin, tu vois, il y a un moment, faut aussi appeler un chat un chat. Le premier événement du MMA moderne, il y a un boxeur avec un seul gant face à un mec en kimono. C'est un sport qui n'est pas un sport au départ, qui est un truc un peu débile, et je le dis pas dans le mauvais sens, mais tu vois, un truc un peu lunaire plutôt. Et c'est ce que j'aimais en fait dans le MMA de base. C'était vraiment l'opposition. L'opposition de style et me dire, il y a un mec qui est vraiment très fort là-dedans, un mec qui est vraiment très fort là-dedans, lequel des deux va prendre la mesure? Lequel des deux va être devant? Ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, là où j'aime beaucoup encore le MMA et je mate les soirées avec plaisir, tu vois, et c'est un sport que j'adore. Mais j'ai l'impression, si tu m'as entendu, je vais me répéter déjà, parce que je l'ai déjà dit dans l'émission, maintenant que les mecs se forment à tout, et plutôt très jeunes, bah en fait, ils sont moyens partout. Et donc, des fois, ça donne des combats où tu as un mec moyen partout contre un mec moyen partout. Et ça me plaît pas, en fait. Je trouve pas ce que je cherchais dans le truc. C'est du mauvais Muay Thai ou de la mauvaise boxe. Enfin, moyen, en tout cas, pas mauvais. Mauvais, je suis méchant. Et puis du moyen grappling. Pour moi, ça donne un combat moyen, en fait. Tu vois? Est-ce que c'est pas plutôt, faudrait pas le voir justement du côté, en fait, dissocier maintenant les disciplines pures d'avant et de se dire, en fait, c'est pas du moyen quelque chose, mais c'est une boxe adaptée MMA, c'est un grappling adapté MMA, c'est une lutte adaptée MMA. Et après, il y a toujours des petits curseurs en plus d'un côté, de l'autre ou de l'autre, tu vois, mais au final, c'est celui qui va réussir à imposer son jeu par rapport à l'autre. Ouais, si, t'as raison, sans doute. Et il y en a, tu vois, c'est pour ça que je veux pas faire une généralité non plus. Parce qu'il y a de ça. Et il y a des mecs formés au MMA dès le début. Je suis très, très fan de ce que peut faire Saladin Parnasse dans une cage, de la faculté qu'il a de faire des transitions entre les différentes disciplines. C'est assez impressionnant. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres mecs à citer. Donc, c'est pas global. Mais il y a quand même des mecs où, c'est dur parfois. En tout cas, c'est un feeling que j'ai, moi. Mais est-ce que c'est pas valable dans toutes les disciplines? Ouais, si, t'as raison. T'as raison, mais je sais pas si c'est pas aussi un surplus de combat, tu vois. C'est-à-dire qu'à force d'avoir maté trop de combats et trop de trucs, ouais, moi, ça m'intéresse plus des masses. On en rigolait souvent avec les gars du podcast Octogone, puisqu'on s'est rencontrés là-bas, et tu vois, et Omar, qui était spécialiste de faire le récap des prélims. Ça m'amuse plus des masses de mater des prélims. C'est-à-dire que post-prélim, qu'on me dise, il y avait tel combattant, il était hyper intéressant, ou tel combat, il était bonbon et tu vas t'éclater. Ok, j'y vais. Le reste, tu vois, aller sur des prélims ou sur des fight night où il n'y a rien qui m'intéresse. Mais c'est peut-être une trop grosse consommation qui fait aussi, tu vois, que tu as envie parfois de voir la crème de la crème, en fait. Ben c'est ça, c'est ce qu'on se disait sur notre dernier épisode. Hein. Il y a trop d'épisodes, il y a trop d'événements, en fait, maintenant. Ouais, je suis d'accord. Ne serait-ce que l'UFC, t'en as un tous les week-ends. Là où avant, c'était un par mois, un mois et demi, tu vois. Voilà, aussi, tu vois, je sais que vous êtes des anciens aussi de ce truc-là, donc il y avait un truc quand même quand l'UFC tu l'avais tous les mois. Ouais. Et de dire le prochain il est dans 4 semaines là, tu vois, avec telle affiche je trouve qu'il y avait un truc en plus. Là c'est le prochain il est la semaine prochaine à l'Apex, 100e événement à l'Apex. Super. Ouais, il y a un surplus. Il y a un surplus et je comprends que les fans nouveaux ou ceux qui sont, je le dis aussi souvent, c'est un chiffre qu'il faut jamais oublier, 70% des fans de MMA ou de l'UFC en tout cas sont venus post-Covid. Ce chiffre, il explique énormément de choses. À plein de niveaux. Et en fait, je comprends que ces mecs-là soient dans une. C'est un peu, en fait, moi, au début des années 2000, tu vois, où tu avais envie de mater du combat, enfin, en tout cas, dans les périodes où j'étais plus fan, tu avais envie de mater du combat. Donc, je les comprends. Là, moi, après 20 ans, faut que ça vaille le coup.
Et puis on est analyste en plus, donc ça veut dire que tu vois, moi c'est ce que je répète, tu sais, quand il y en a qui me disent oui, t'as pas vu tel combat, t'as pas regardé tel événement, parce qu'on nous parle aussi d'en dehors de l'UFC, tu sais, du PFL, tu vois, de l'Hexagone, de tous les autres comment dire, organisations. Mais ce qu'on explique, c'est que là, tu vois, on va faire le débrief, enfin l'analyse plutôt du 311. Quand tu fais l'analyse du 311, tu mates combien de combats pour faire l'analyse d'un combat? Tu regardes 5, 6 combats, des fois, moi je regarde par combattant. Donc ça veut dire que déjà pour un combat, déjà j'ai regardé entre 10 et 12 combats. Déjà pour commencer. Puis après, il y a le combat d'après. Puis après, il y a le combat d'après. Je me retrouve à faire des journées de 8h à 3h du matin à regarder des combats. J'ai les yeux, je suis un hibou. Et en fait, j'ai même plus envie de. Tu sais, quand on me parle de la prélim, j'ai envie de te dire oui, mais non, en fait. Tu vois. Et puis en plus, il faut que je dorme un petit peu parce que j'ai des cours, parce que ceci, parce que cela. Tu vois, j'ai des enfants et tout. Tu sais, tu peux pas dédier ton truc à ça. Donc effectivement, ce que tu dis, des fois, quand il y a des auditeurs à nous qui nous disent regardez tel combattant, je vais y aller. Mais c'est vrai qu'il y a plein de fois où je me dis non, je peux pas regarder toute la carte de minuit jusqu'à 7h du mat, quand tu sais que le dimanche matin à 10h je suis sur le tapis, tu vois. Mais t'as des mecs, moi j'ai des mecs, mais attends, tu connais pas tel mec de telle heure? Non. Non, et fais-le-moi découvrir, tu vois. Mais non, oui, en fait, on a une vie à côté aussi. Enfin, tu vois, tu parlais des enfants, perso, j'en ai pas, mais j'ai une femme et enfin, je veux pas lui faire subir 12 heures de combat sur les 14 heures où je suis à la maison, quoi. C'est juste pas possible. Donc, c'est ma passion, c'est pas la sienne. Et on a des passions en commun et on a une vie en commun à faire. Donc, t'as raison. Hein. Je sais qu'on est de la même école et que, comme beaucoup d'ailleurs, ce que j'adore dans les podcasts MMA, parce que tu sens que la majorité des podcasts MMA, c'est des mecs qui bossent, qui sont vraiment passionnés et qui regardent des combats pour faire les previews, par exemple, tu vois. Et ça prend du temps. Ça prend max de temps. Alors moi, j'ai un bonheur absolu, c'est que je suis payé pour ça. Par exemple, quand je prépare quand je prépare la preview dans le Fighter Club, les combats, je peux les mater au bureau pendant mes heures de bureau. Si quelqu'un vient derrière moi, il va pas s'étonner. Il sait que je suis en train de bosser. Donc c'est un avantage énorme qui permet, tu vois, de plus se séparer avec la maison. Et tu peux pas être 24/24 sur le combat, quoi. C'est pas possible. Ah, je suis d'accord. Et au sujet de l'évolution du MMA français, enfin, en tout cas de ce que tu en penses. Alors, je pensais pas, quand ça a été légalisé, je pensais pas que ça irait aussi vite, aussi haut. Moi, je t'avoue, j'étais assez étonné de l'explosion comme elle a eu lieu. Je savais que ça marcherait. Mais au point de voir les chiffres qu'on a vus, nous, par exemple, sur des UFC Paris, tu vois, RMC, tout global, hein, audience, réseaux sociaux, tout ce que tu veux. Vous me voyez toujours? Ça fige? Ouais, toujours. Attends. Attends, ça a coupé. Je pensais pas que on reprend. Je reprends. Je pensais pas que ça allait prendre autant de. Je pensais pas que ça allait monter aussi vite, aussi haut. Je savais que ça marcherait parce que je savais qu'il y avait un potentiel dans ce sport énorme pour plaire aux gens, pour plaire aux jeunes, et que en plus, nous aujourd'hui, un des problèmes dans les médias de sport, c'est qu'on n'arrive plus à capter les jeunes. Les jeunes sont très difficiles à capter et c'est un sport où on arrive à les capter, où on arrive à les intéresser, où on arrive à leur faire consommer des choses. Donc c'est très intéressant. Donc je savais que ça marcherait. De là à ce que ça explose aussi, qu'on fasse des chiffres aussi gros, nous, en termes de réseaux sociaux, audience sur des Fight Week comme l'UFC Paris, j'avoue que je suis un peu tombé sur le cul quand même, parce que aussi vite, aussi fort. Et d'ailleurs, je pense qu'on est déjà à une sorte de plateau. Et que, tu vois, ça va pas exploser encore des masses pendant encore un certain temps au moins, je pense. Parce qu'on a déjà, en fait, attiré beaucoup de gens sur ce sport-là. Après, le MMA français en soi, je le trouve très étonnant, en fait. Parce que je connais pas aussi bien tous les MMA de tous les autres pays, mais j'ai l'impression qu'on a un MMA unique au monde. Je l'ai dit dans l'émission déjà, ce qu'on fait avec les amateurs, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'avoir des gens à 0-0 en pro et qui ont des suivis incroyables sur les réseaux sociaux, qui font des vidéos Insta pour dire je vais éteindre les mecs, à qui on donne le micro dans une cage, je trouve ça insensé presque. Ça n'existerait pas dans beaucoup de pays. Il y a un écosystème qui s'est créé. Je pense par rapport au nombre de pratiquants ou au nombre de suiveurs du sport, le nombre de podcasts de MMA qu'on a en France par rapport à d'autres pays, c'est une dinguerie. Le nombre de gens, tu vois, qui font des trucs, le nombre de gens sur les réseaux sociaux, c'est très étonnant la façon dont je trouve le MMA français, mais très étonnant dans le bon sens du terme. C'est un milieu très vivant, qui bouge beaucoup, qui est très réactif sur beaucoup de choses, et je suis assez agréablement surpris là-dessus. Alors, il y a des mauvais côtés à ça, bien sûr. Ça se tire dans les pattes, c'est la France et le MMA français. Je l'ai dit, il y a des
bruiter un peu parfois sur la façon dont on met en avant certains jeunes qui n'ont pas encore prouvé. Mais c'est un reproche dans lequel je nous mets aussi. Hein. RMC, on met aussi ces gens-là en avant parce que ça fait vendre et que c'est vendeur de voir les futures pépites. Et que, tu vois, on va pas se priver de ça. Mais c'est un truc assez étonnant. Je pense que quand tu es à 0-0 chez les pros au Daghestan, si tu fais une vidéo Insta pour dire que tu éteins la moitié de la planète, à mon avis, tu vas être vite renvoyé à l'entraînement avec une claque dans la tête. Donc, je dis pas qu'il faut qu'on fonctionne comme au Daghestan. Il y a peut-être un juste milieu à trouver entre tout ça. Mais est-ce que justement, c'est parce que en soi, le monde professionnel, tu vois, en gros, je pense qu'il y avait une frustration, tu sais, pour le MMA français, justement, depuis trop longtemps, où on attendait la légalisation. Et on a eu toute une période, tu sais, où on aurait pu avoir, si ça avait été légal plus tôt, tu sais, des combattants français qui auraient pu émerger peut-être plus facilement. Là, d'un coup, on a lâché les chevaux, un 1er janvier 2020, boum, on a lâché les chevaux et on n'a pas le vivier, on n'a plus, en tout cas, le vivier, entre guillemets, qui permettait en pro, tu sais, de créer vraiment un engouement de dingue. Et donc, il a fallu qu'on aille chercher dans le créneau du dessous, chez les amateurs. Et donc voilà, et puis après on va suivre en fait le storytelling avec la personne que tu auras suivi de l'amateur jusqu'au pro, et puis après quand ils seront en pro, peut-être qu'on laissera peut-être un peu plus de côté les amateurs, tu vois, en soi, quand on aura vraiment ça, tu sais, des profils qui seront montés. C'est un storytelling intéressant. Ça nous intéresse fortement à RMC. D'avoir suivi quelqu'un, tu vois, depuis ses débuts de carrière dans les petites orgas françaises pro et le voir évoluer jusqu'à la grande ligue et jusqu'au top niveau mondial, ça nous intéresse beaucoup. Mais il y aura beaucoup de déchets sur le bord de la route. C'est-à-dire que c'est sur tous ceux qu'on voit aujourd'hui en amateur être mis en avant. Rendez-vous dans 10 ans pour savoir qui aura intégré un top 15 de l'UFC. Rien qu'un top 15 de l'UFC, ce qui est très, très dur. Je vais pas vous que je vais l'apprendre, les gars, mais c'est à être au plus haut niveau de cet orga-là, c'est une vraie galère. Et donc, je suis curieux de savoir combien auront vraiment atteint le très haut niveau et combien auront été, en fait, auront vécu des sales trucs sur leur carrière parce qu'ils se seront vus trop beaux trop vite et trop haut trop vite. Ouais, maintenant la question c'est est-ce que de tous ces jeunes-là, ils veulent tous atteindre le très haut niveau? Non, je pense pas. Je pense que tu as raison. Ils maîtrisent de plus en plus les médias, ils font de plus en plus d'argent tôt. Donc est-ce que finalement, c'est pas une fin en soi pour eux juste de prendre un maximum d'argent sur une courte période et de passer à autre chose après? Ouais. C'est possible et c'est quelque chose qu'ils disent en plus, qu'ils sont assez honnêtes là-dessus sur certains, donc c'est plutôt cool là-dessus et ça va peut-être créer, tu as raison, une sorte de MMA à la française très particulier, tu vois, où des mecs feront de l'oseille sur des débuts de carrière ou voire chez les amateurs, puis ensuite disparaîtront de ton radar un peu plus tard chez les pros. C'est possible qu'on vive ça et qu'on vive un peu un MMA à l'envers, mais tu vois, moi j'ai une idée c'est un peu comme quand je vous parlais de l'évolution du MMA, j'ai une idée du sport et du sport de combat et du sport même en général qui est très tourné vers le très haut niveau. C'est ce que j'aime voir, c'est ce que j'aime regarder, c'est ce qui me passionne et j'espère qu'on va pas perdre, tu vois, des gens qu'on aurait pu mener au haut niveau s'ils avaient été un peu plus dans l'ombre parce qu'on les a trop mis dans la lumière trop tôt. J'ai pas de réponse à ça, hein. C'est des questionnements et des débats qu'on peut avoir, quoi. Après, est-ce que la question, c'est est-ce qu'en France, on n'a pas tendance, c'est ce que je disais tout à l'heure, à surcoter mais même sans parler d'amateurs ou de professionnels, tu sais, ouais. Tu prends Tony Yoka, pourtant, qui arrive de l'amateur, parce qu'il était aux Jeux Olympiques, et puis après, qui est passé en pro, mais que dès qu'il est passé en pro, en fait, on a voulu le voir tout de suite champion du monde. Tu sais, est-ce qu'on n'a pas cette faculté en France, dès qu'il y a une personne qui pop un tout petit peu, en fait, à le voir tout de suite champion? Et puis en fait, quand on se rend compte de la réalité, quand on se prend la porte de la réalité qui fait que c'est dur et qu'il faut du temps et qu'il faut soutenir la personne justement sur du long terme pour que ça arrive, et ben en fait, on n'a pas la patience et qu'on se dit waouh, en fait, il est nul, on passe à autre chose, on passe à un autre, on refait la même chose et encore et encore et encore tout le temps et quel que soit le sport en fait, finalement. C'est un cas d'école, Tony Yoka, et c'est un cas d'école qui à mon avis va faire du mal à la boxe en France à long terme. Parce qu'en effet, il y a et c'est une erreur stratégique en fait. Tu vois, je donne pas de leçons aux autres diffuseurs ou quoi, mais de l'avoir mis à ce point-là en avant sur ses premiers galas, alors que tu avais des mecs comme Nordi Noubali qui étaient en dessous de lui sur la carte, alors qu'il faisait des WC Silver ou des trucs qui allaient le mener à un championnat du monde. C'était un problème, et à la fois, je le comprends totalement. Et je pense que si on avait récupéré Tony Yoka, on aurait fait pareil. Parce qu'il fallait faire exister ce sport-là en France et que c'était le mec à la sortie de Rio qui pouvait te faire exister ce sport-là en France. Un poids lourd, champion olympique, beau gosse,
Il avait tout, le couple en or avec Estelle Mosley, tu vois, il avait tout pour lui pour faire réexister ce sport en France. Et ce que j'adore chez Tony, c'est qu'il a toujours tenu à faire ces gars-là en France, à boxer chez lui et à monter des soirées où il pouvait remettre du monde devant la boxe. Et tu vois, moi, le mot surcoté, j'ai beaucoup de mal à l'accepter pour Tony Yoka. Tony Yoka, il est champion olympique des lourds. Il est champion olympique des poids lourds. C'est une folie. C'est un titre en soi. C'est peut-être pas le bon terme. C'est un titre qui en soi. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire de monter très vite. Que sa carrière ait été mal gérée derrière et qu'il ait sûrement pas le niveau pour être champion du monde des poids lourds, surtout dans cette génération-là avec les Fury, Usyk et les tueurs que tu as au-dessus, qui est une bien plus belle génération de lourds qu'il y a 10 ans avec les frères Klitschko. Qu'il n'ait pas la capacité, je peux l'accepter. Être champion olympique des lourds, il peut faire ce qu'il veut chez les pros. Tony Yoka a mon respect éternel pour ça. C'est pas un titre qui est facile à obtenir, même si il y a eu 2016, il y a des problèmes de corruption, de choses sur le tournoi olympique. Il y a le rapport McLaren qui fait 150 pages si vous voulez le lire là-dessus. Il y aurait des choses à dire. Mais être champion olympique des poids lourds, quoi qu'il arrive, tu peux partir heureux de ce que tu as fait. Ah, mais tu vois, driver autrement, peut-être que même s'il n'est pas champion du monde, il crée des vocations. Je pense qu'il peut être plus haut. Mais après, c'est le matchmaking. Dans nos sports, il est compliqué des fois. Des fois, tu t'attends pas à, tu vois. Je pense que quand ils prennent Martin Bacolé, l'équipe de Tony, comme beaucoup de gens, même des spécialistes en France, n'ont pas conscience de qui est en train de devenir Martin Bacolé. Et donc, c'est pris trop tôt. Ah ouais, non, ce combat, il était dur à voir. C'est des erreurs, parce que sinon, le début de carrière, tous les mecs qui étaient là, il affrontent des plombés. Rien du tout, les gars. Joshua, il affrontait pareil. Wilder, c'est un délire, ses 30 premiers combats. Ouais, mais Joshua, quand il affronte ces mecs-là, il n'est pas en main event. Exactement. C'est ça la différence. Mais quelle est l'énorme différence? C'est qu'il bénéficie de Matchroom, de Queensberry en Angleterre, qui est l'opposant de Matchroom. Quand il fait ses premiers galas, il y a des stars anglaises de la boxe qui sont en main event. Et lui peut être tranquille dans l'undercard. Quand Tony Yoka arrive, il n'y a pas d'autres stars. Donc, pour vendre ton truc, il faut bien vendre Tony Yoka. C'est ça le vrai problème. Tony Yoka en Angleterre, sa carrière est 10 fois mieux gérée. C'est évident. Et peut-être qu'il monte plus haut. Peut-être pas champion du monde, j'en sais rien, mais sans doute qu'il monte plus haut parce que c'est un mec qui a du talent, Tony. Énormément de talent. C'est un vrai bon boxeur. Donc, il aurait pu monter. Je te dis, peut-être pas champion du monde, mais monter dans un top 10 mondial, ça me paraît surtout pas une hérésie. Maintenant, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est la France et on peut le regretter, tu vois. Mais j'aurais aimé voir Tony Yoka en Angleterre, ouais. Tony Yoka anglais, c'est autre chose, à mon avis. Tony Yoka. Parce qu'attends, si tu prends Joshua, tu vois, Joshua, c'est un très bon poids lourd, c'est un des meilleurs poids lourds de cette génération-là. Mais on est nettement en dessous du niveau Fury et Usyk. Très nettement. Donc ce mec-là a su aussi bien se monter. Parce que tu vois, son titre olympique à Joshua aussi, il y a des choses à dire. C'était à Londres, il y a beaucoup de choses à dire sur ce tournoi-là également. Derrière, il est juste bien monté, avec le bon matchmaking face aux bons adversaires. Klitschko au bon moment pour devenir une vraie superstar derrière. Une fois qu'il avait déjà été battu par Fury. Et puis, une fois que tu l'as vu face à la crème de la crème, notamment les deux contre Usyk, tu as bien vu, en fait, que Joshua, c'était le niveau quand même d'en dessous. Mais il a réussi à être champion du monde parce qu'on a bien drivé sa carrière. Oui, c'est ça. Je suis pas sûr qu'Anthony Joshua, à l'inverse de ce que je te disais, je suis pas sûr qu'Anthony Joshua soit champion du monde s'il est français. Et que dès son premier combat pro, c'est Joshua la conquête, c'est parti, et il doit être champion du monde. Tu vois? C'est pour ça que je parlais d'un problème franco-français. Parce que tu as la même chose avec Gann, tu vois, c'est pareil. Tu vois, monter très vite, très tôt, très fort. Alors, il a eu la chance d'avoir le titre intérimaire, mais dans une discipline qui n'est pas la boxe anglaise, où il y avait plus de portes, tu vois, ouvertes pour que ça puisse se faire. Mais pareil, quand il rencontre Ngannou ou quand il rencontre John Jones, tu te rends compte que le fait qu'il est monté trop vite, trop tôt, il n'a pas fait ses armes comme il aurait dû les faire pour voir peut-être plus de choses, se forger plus techniquement sur plus d'aspects et peut-être aller chercher le titre parce qu'il peut aller le chercher le titre. Mais pareil, trop vite, trop tôt et après descendu en flamme. Et si t'es pas fort dans ta tête, bah derrière tu te perds et puis c'est fini quoi. Tu gâches un potentiel pouvoir, tu vois. C'est un des autres problèmes qu'on a. On a un public terrible. Enfin, à un moment, tu vois, faut le dire aussi. On a un public terrible qui est versatile à mourir, qui fait passer de héros le lundi à zéro le mardi, qui est très, 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 très dur, qui accepte pas le moindre accroc sur la route. Et c'est compliqué de gérer ça pour eux. Hein. Si t'es un Cyril ou un Tony, les marées que tu te prends, tu vois, dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est quand même, faut être très très solide là-haut, hein, parce que c'est des sports quand même où le mental joue et c'est dur, c'est très dur d'avoir ce public-là en France et
Je trouve qu'il est vraiment hardcore, ce public en France, et que surtout dans ces sports-là où quand on sait les risques qu'ils prennent pour monter, que ce soit dans la cage ou dans le ring, et c'est, moi je l'ai toujours dit, respect éternel aux combattants, et le minimum à avoir, c'est le respect. Qu'on puisse critiquer une performance, c'est ce qu'on fait nous, donc on va pas, tu vois, je vais pas dire que t'as pas le droit, mais parler mal à des mecs parce qu'ils ont perdu un combat face à ce genre de nom que t'as dit, tu vois, ou détruire Tony Yoka parce qu'il a perdu contre Martin Bacolé, qui derrière a été éteint de la pépite US Jared Anderson ou des mecs comme ça. Voilà, c'est sévère. C'est très sévère. Mais tu sais que tu le retrouves dans toutes les strates du sport, parce que regarde, nous on le voit dans le jiu-jitsu brésilien ou dans le grappling, plus tu montes dans les ceintures, moins t'as de personnes qui combattent. En fait, tu arrives à un moment où quand tu as une ceinture assez élevée, tu n'as plus le droit de combattre parce que tu perds une légitimité, une crédibilité si jamais tu perds tes combats. Alors que non, puisque tu as fait ton chemin jusqu'à cette ceinture, tu la mérites cette ceinture. Tu gagnes, tu perds, c'est la vie, c'est le combat, c'est la compétition, c'est comme ça, tu vois. Et en fait, on se retrouve en France avec des gens, tu vois, en ceinture noire, il n'y a plus personne qui combat. Ouais. Plus personne. C'est hallucinant. Donc quel que soit, de l'amateur au professionnel, on retrouve cette problématique-là en fait. Et t'as raison, et on dépasse le combat hein, sur ce que je viens de te dire sur le public. Il y a des mecs qui étaient en mode critique de Victor Wembanyama. Oui, mais nous, qui est Victor Wembanyama, moi je ne sais pas. Basketteur géant. Superstar, voilà, numéro 1 de la draft, une sorte d'alien du basket, enfin voilà, qui est tout jeune, qui est arrivé du premier Français numéro 1 de la draft, donc de la sélection annuelle de la NBA. Les mecs arrivaient à être le critiqué au premier match raté. Enfin, je veux dire, on est complètement terrible, quoi. Le gamin est en train de faire des trucs que personne n'a fait dans l'histoire du basket quasiment, avant 20 ans. Et on est là à le critiquer au premier match où il fait pas 20 points et 20 rebonds. Enfin, on est dur, la France. Vraiment. Ouais. Mais bon, je pense que c'est ce qui vend le plus aussi. Hein. On peut le voir dans le foot aussi toutes les semaines avec Mbappé. Dès qu'il rate une frappe, ça fait les gros titres, tu vois. Ouais, je vais dire, tu sais, ma femme est colombienne. J'étais en Colombie pour la finale de la Coupe du Monde à Argentine-France. Et on ne réalise pas à quel point Mbappé, pour les mecs en Amérique du Sud, c'était un génie total. Un mec, il me parlait que de ça, tout le temps. Et toi, tu arrives en France, mais il a pas fait la passe sur le dernier truc, oui. Ok, les gars. Mais peut-être des fois, il faut prendre un peu de recul quand même. C'est ça. Peu d'humilité. Ouais. On avance un petit peu. Je voudrais, tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, on en a parlé tout à l'heure, mais ça m'intéresse. T'as quand même un petit peu pratiqué, un petit peu de boxe, un petit peu de jiu-jitsu brésilien, notamment à la Gracie Barra avec Julien Casier, justement. Tes sensations, comment t'as vécu la chose? Est-ce que ça a été utile de le faire pour toi? Est-ce que c'était important de le faire? Dis-nous-en un peu plus. La boxe, c'était des petits essais avec un ancien directeur de la rédac quand j'étais à France Soir, justement. Donc c'était il y a très longtemps déjà, mais ouais, j'avais carrément apprécié, tu vois, la sensation, le feeling. Le jiu-jitsu, c'est beaucoup plus récent avec Julien Casier, c'était il y a un an et demi, 2 ans. J'ai arrêté pour une question de timing aussi, d'emploi du temps, parce que c'était compliqué, mais sinon j'aurais bien continué pour le coup. Et ouais, je trouve que c'était important pour me rendre compte plus de certaines sensations, de certaines difficultés, tu vois, à critiquer quelque chose, alors que mec, c'est plus difficile que tu le penses de faire ce que tu es en train de critiquer. Ce que j'ai noté, ce qui est assez marrant, c'est que pour le coup, je me suis rendu compte que à force d'en mater, et Julien me l'avait dit, j'avais quand même assez vite les réflexes, tu vois, ou les mouvements, ça, je les avais assez vite. J'avais pas besoin de le répéter pendant très longtemps. Je captais ce qu'on me disait assez vite. Donc, je pense que c'est un avantage. Ce qu'on disait tout à l'heure sur l'observation, tu sais, ce qu'on disait d'apprendre avec les yeux, tu vois, ouais, c'est ça. C'est quand même un avantage. Et je me rappelle qu'en boxe aussi, pour le coup, le jab, j'avais pas besoin qu'on me montre très vite pour comprendre la mécanique de comment fonctionne un jab. J'en ai assez vu, tu vois, pour savoir comment ça fonctionne. Après, je te dis, moi, je l'assume assez. Pourtant, j'adore ça. Je suis pas un combattant. C'est pas ma nature. Je suis pas un homme de conflit dans la vie en règle générale. Et c'est pas ma nature. C'est pas ma nature, donc c'est pas un truc qui m'accroche en tant que combattant en soi. Et c'est pour ça aussi que je trouve que ces mecs-là sont des super-héros. Et que j'ai ce respect éternel. Pour moi, c'est des surhommes, littéralement. C'est des gens qui font des trucs que je suis incapable de faire, en fait. Donc j'ai ce respect encore plus. J'ai pas leur niveau, mais je suis capable de jouer au foot. Ça m'impressionne pas plus que ça. J'ai fait du basket, je suis capable de jouer au basket. Je peux faire du vélo, je peux faire du tennis. Le combat, il y a un truc en plus quand même. Il y a un truc en plus. Ouais.
Bah, t'as ce dépassement de soi, ce dépassement de la douleur, ce dépassement, enfin, tu sais, de garder son sang-froid, de trouver des solutions dans des moments de crise. Tu sais, où t'es dans le rouge, tu sais, que ça soit en boxe, quand t'es dans les cordes et que le mec t'envoie tout ce qu'il peut, ou quand t'es au sol, que t'es dans une pression monstre et que t'arrives à calmer la chose. Et puis, voir une opportunité, voir une solution. Tu sais, moi, je trouve que c'est très formateur, même dans la vie. Tu sais, ça te donne ça te donne des petites choses que t'as en plus, tu sais, où effectivement la pression tu la vis complètement différemment en fait quand tu fais un sport de combat, j'ai l'impression. Et je pense que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'inversement aussi, il y a une raison pour laquelle la plupart des grands champions de sport de combat, ils viennent du bas et du très bas. Parce que ce que tu as vécu dans la vie et ce que la vie t'a mis en obstacle devant toi, je pense, te forme beaucoup à la mentalité que tu dois avoir dans une cage, dans un ring ou ce genre de choses. C'est compliqué. C'est la phrase de Marvin Hagler, hein, c'est compliqué de se lever le matin quand tu dors dans des draps en soie. Elle dit beaucoup, en fait. Elle dit beaucoup de ces sports-là. Et moi, le dernier round, l'avant-round du round 5 entre Ngannou et Gane. Et c'est pas du tout, d'ailleurs, pour le coup, pour critiquer ce qu'a pu dire le coin de Cyril, parce que c'est leur façon de travailler et c'est leur athlète, donc ils connaissent mieux. C'est pas à moi de juger ça. Mais t'en as un d'un côté qui est plus sur qu'est-ce qui se passe dans le combat et on peut pas perdre et il y a le cardio. Et l'autre, Eric Nicksick, souviens-toi, il regarde Ngannou. Il dit, it's for everything you went through. C'est pour tout ce que tu as traversé. Il y a 5 minutes là devant toi. Tu as ton titre à défendre. Tout ce que tu as. Il parle pas de combat dans la cage, là. Hein. Non, non. Il parle de sa venue jusqu'aux États-Unis. Exactement. Il parle de toute sa vie, en fait. Et donc, je pense que des deux côtés, puisque comme tu l'as dit, ça marche dans l'autre sens aussi. Mais c'est un condensé de la vie, le combat, en fait. Bien sûr. De toute façon, c'est ce que je dis à Rolly très souvent, hein, d'être à ce point. Il faut qu'il se passe pas mal de choses dans ta vie, ou alors avoir un grain de folie pour rentrer dans une cage qu'on va fermer derrière, et puis tu as un opposant et tu sais que tu peux pas fuir. Tu sais, c'est pas donné à tout le monde d'accepter ça, tu vois. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Ah, c'est clair, c'est évident. Enfin, tu vois, moi, on ferme la porte, je ressaute au-dessus de la cage, je te le dis tout de suite. Je deviens champion d'escalade. Champion de parcours. Tu vas me voir vers le record du monde du saut en hauteur directement. C'est marrant parce qu'hier, il y a un élève, il me dit Thomas, qu'est-ce qu'il faut de mieux pour se battre dans la rue, la boxe, le sol et tout ça? Je dis être un bon athlète, le faire de l'athlétisme. Tu sais, si t'es bon en athlétisme, t'es bon, t'es bien. Qu'est-ce que je déteste ces trucs-là aussi, c'est ce genre de débat-là. Et qu'est-ce qui se passerait dans la rue les mecs, tu peux être le con. Ouais, t'as des mecs qui se baladent avec une petite cuillère dans la poche, ils vont t'arracher un œil, t'auras beau faire ce que tu veux, de toute façon, c'est le mec le plus vicieux et qui voudra aller le plus loin, justement, on en parlait, tu vois, de ce que la vie t'a apporté pour que tu aies ce switch de te dire, je vais arracher l'œil de quelqu'un avec une petite cuillère. Toi, tu peux faire ce que tu veux, si t'es pas prêt à ça, tu gagneras jamais, de toute façon, face à un mec comme ça. Parce que le mec, regarde ce que disent les Diaz, dans la rue, je suis imbattable. Parce que le mec, il est prêt à aller jusqu'au bout, du bout, et il tombera jamais. Voilà, c'est tout. Et tu vois, j'avais beaucoup souri à ce moment-là, la conférence de presse d'avant Fury et Ngannou en boxe, où Ngannou regarde Fury et lui dit, mais on va faire mumus dans le ring, mais si on enlève les gants et qu'on va se battre tous les deux, je te tue en 10 secondes. Et tous les fans de MMA étaient, il a raison. Ouais, sauf qu'ils ont signé pour un combat de boxe, les gars, en fait. Donc, en fait, ce débat n'a aucun lieu d'être. Ils vont faire un combat de boxe. Ils n'ont pas signé pour aller se taper. Voilà, ils n'ont pas signé pour aller se taper dans la rue. Donc, ça n'a aucun sens, de dire ça. Ouais, ok, sans doute. Ton problème, c'est que tu vas l'affronter en boxe, mec. Et il a failli faire l'upset. Et il a failli. Autre question qui m'intéresse, je sais que tu consommes énormément de podcasts. On le sait. Enfin, tu vois, c'est pas une posture, dire ouais, je vous écoute les gars, et puis en fait, t'écoutes pas. Tu vois, c'est genre ouais, c'est super ce que vous faites. Qu'est-ce que ça t'apporte? Déjà, est-ce que c'est par passion, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'apporte et qui te nourrit aussi toi dans ton métier? Tu vois, c'est pourquoi du comment en fait? Les deux. C'est-à-dire que si demain je fais plus ce métier-là, je continuerai d'écouter tous ces podcasts-là, c'est évident. Et bien entendu que ça aide à nourrir mon métier, à m'ouvrir à d'autres idées. Je pense que c'est important de s'ouvrir à d'autres idées et de ne pas rester enfermé dans ce qu'on pense nous, parce qu'on a souvent tendance, tu vois, à rester dans sa bulle, et d'avoir d'autres avis et de pouvoir se dire, tiens, lui, il a raison en fait, et moi, j'ai peut-être tort là-dessus. Par contre, par exemple, quand on fait des reviews de cartes,
j'évite au maximum d'écouter des podcasts qui ont déjà fait la review avant de faire le mien. Oui. Si je veux, tu vois, histoire d'avoir aussi mon propre avis, si je me plante, mais ce sera moi qui me sera planté. Ce sera pas parce que j'aurais écouté un mec se planter sur une autre émission. Et après, je prends grave plaisir à écouter et à me dire, ah putain, eux, ils ont pensé à ça alors qu'on n'y avait pas pensé. Très bien. Pour la prochaine fois, je le note, tu vois, et des choses comme ça. Donc c'est un peu des deux. Mais ouais, je te jure, si demain je deviens boucher charcutier en Lozère, je continuerai de vous écouter, les gars. Mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'on pense la même chose. Que ça soit pour les analyses ou pour les reviews, tu vois, c'est pareil. On essaie de pas écouter avant pour ne pas être biaisé. Tu vois, c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est important de le faire. Nous, on pense qu'il y en a certains qui font l'inverse, tu vois, qui se nourrissent des autres. Tu sais, je pense surtout aux gros podcasts, tu sais, qui n'ont pas forcément le temps, tu sais, d'analyser comme nous on le fait. Alors, je dis ça alors que toi, tu es un gros podcast, mais je veux dire, je parle d'autres podcasts parce que des fois, on retrouve, tu sais, des trucs qu'on a entendus dans des podcasts ou que nous, on a pu dire, tu sais, des trucs peut-être même presque mot pour mot, tu sais, qui peuvent ressortir. Mais c'est vrai que moi aussi, tu vois, c'est marrant parce qu'on avait le débat hier avec ChatGPT, avec Rolly, hier soir, où on se disait, est-ce que ChatGPT pourrait nous aider dans l'analyse? Et en fait, moi, la première des choses que j'ai dit, en fait, je ne le ferai jamais. Parce qu'en fait, je veux vraiment, même si peut-être que ça va m'aider, ça va me donner, tu sais, des points où je vais peut-être concentrer mon attention, peut-être sur quelque chose sur lequel je n'aurais pas concentré mon attention en temps normal, mais c'est plus mon analyse. Parce que je veux que ça soit mes yeux, en fait, qui repèrent quelque chose. Tant pis si je rate quelque chose, c'est pas grave, je l'aurais raté. On reste des humains, justement. Mais je trouve que c'est important, ouais, effectivement. Après, par contre, tu vois, avant les podcasts, à l'inverse, notamment sur des gros combats de boxe ou quoi, des mecs que je connais dans mes réseaux sociaux, dont je sais depuis des années la qualité de pertinence technique qu'ils ont. C'est pour ça que je dis plus en boxe d'ailleurs quand MMA, je l'ai plus en boxe ça. Ça, j'ai aucun problème. Comme moi, je suis moins le technicien de l'émission, tu vois, et plus le côté journaliste, la distinction qu'on faisait tout à l'heure et que j'ai pas pratiqué. Ça, je peux aller voir des mecs qui ont fait des analyses poussées, tu vois, sur Fury Usyk, qui ont fait une analyse poussée de technique de ce qui s'est passé à certains moments du combat. Je suis capable d'aller le voir avant ça. Pour moi, avoir plus d'armes techniques pour pouvoir lancer Baba sur ces choses-là. Oui. Oui, parce que dans ton rôle, c'est différent. Tu vois, ton rôle, c'est justement de pouvoir le lancer quelque part. Nous, notre rôle à tous les deux, c'est vraiment d'être Baba. Tu vois, d'être l'analyste. Donc c'est pour ça aussi, peut-être. C'est peut-être ça la différence. Donc, j'irais plus regarder une analyse, par exemple, un thread Twitter, tu vois, qui a analysé des points précis d'un combat, que d'écouter un podcast qui fait la review du combat. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Monsieur Rolly, tu as des questions à poser? Parce qu'on arrive vers la fin, là. Ouais, t'as bien fait le tour, là. Il y a un problème, on est déconnecté. 1h17. On est revenu? Vous êtes là, tous les deux? Ouais, je suis là. Tu m'entends? Ça a bugué, ouais. Monsieur Rolly, tu as des questions à poser? C'est que toi qui as bugué. Hein. Ouais, c'est ça, d'accord, on était là encore. Enfin, ouais, moi j'étais plus là, moi. Là. J'ai bien fait le tour, ok. Je sais même pas si je vais couper les bugs, ça sera tu sais, notre côté nature, tu vois, brut de décoffrage, c'est pas des bugs longs, donc ça va. Je suis désolé, j'essaie de tourner à chaque fois, mais j'ai la lumière du soleil qui revient. On a compris que ton gros combat aujourd'hui, c'était le soleil. On l'a compris. Ton principal adversaire. Encore dit à AMC, ils sont pas pros, tu vois. Je te jure, ils ont pas les locaux adaptés. Alex Herbinet, dans 10 ans, c'est quoi? Dans 10 ans, j'ai aucun doute que je serai en Colombie avec madame et que je serai en train de refaire le monde du combat ou du football colombien autour d'un verre avec des locaux. J'ai aucun doute sur le fait que j'habiterai plus en France. D'accord, ok. D'accord, c'est cool. J'aime bien l'idée, moi. Enfin, tu sais, moi qui ai cette envie d'ailleurs qui me parcourt régulièrement, tu vois. Ouais, je comprends, je peux comprendre, effectivement. On n'a pas d'enfants, on n'a pas prévu d'en faire. Moi, j'ai des attaches ici en France, mais de moins en moins. Elle, toute sa famille est en Colombie. Elle s'est beaucoup sacrifiée pour que je fasse mon job depuis quelques années. À elle arrêter le sien et à venir habiter ici. Le temps de Paris la déprime à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Si, parce qu'il nous déprime alors qu'on est là. Alors je me dis, elle qui est née sous le soleil, je peux comprendre. Donc oui, il y a un moment, il y aura un renvoi d'ascenseur aussi. Et puis c'est pas qu'un renvoi d'ascenseur, c'est que j'ai envie de cette expérience de vie et j'ai envie d'aller passer mes vieux jours dans un pays comme ça, parce que je suis tombé amoureux de la femme, mais ensuite je suis tombé amoureux du pays.
Ouais, je te comprends. Moi, c'est un peu la même chose avec le Portugal aussi, tu vois. C'est pareil. Donc ouais, on s'est posé la question à un moment, effectivement. Et on n'a jamais fermé la porte, mais en tout cas, voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi par la suite. On verra. Après, nous, la problématique est différente parce qu'on a encore la famille, on a les enfants aussi. Donc, un changement de vie, quand t'es enfant comme ça, que tu dois changer de langue et tout, enfin, c'est Non, pas c'est toujours clair. évident. Ouais, ouais. C'est Donc, pour ça que je te disais tout de suite, tu vois, pas d'enfant, parce que c'est une précision hyper importante pour ce choix de vie, je pense. hmm. Ouais, après, tu sais, il y en a qui le vivent très bien aussi, hein. Tu sais, qui adoreraient voyager. Peut-être ça dépend en fait de ta nature profonde, je crois. Tu sais, t'as des globetrotters et puis t'as des gens qui sont plutôt sédentaires. C'est comme ça, hein. Ça a toujours été comme ça de toute façon. Est-ce que tu as une phrase, tu sais, une citation, quelque chose qui t'accompagne, que t'aimes bien, que tu pourrais partager avec nos auditeurs? On aime bien poser cette question. Alors, je t'ai pas prévenu à l'avance, et c'est volontaire, parce que justement, c'est pour savoir si c'est quelque chose justement qui t'accompagne vraiment, tu vois. C'est pas genre, j'ai été dans le dictionnaire des citations, Ah, trop et bien. pas mal celle-là. Trop bien parce qu'on m'a jamais posé ça. Et moi, que je t'ai dit, je suis un homme vraiment de littérature. J'ai lu beaucoup de livres dans ma vie et pas que sur le sport. Et c'est le genre de questions que j'adore et on m'a jamais demandé ce genre de truc. Et je peux t'en citer plusieurs? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, parce qu'il y en a une qui est très que j'ai toujours noté, parce que c'est vraiment, elle résume, je trouve, beaucoup ce pourquoi j'ai fait du journalisme aussi. C'est Camus qui dit mal nommer les choses, c'est apporter du malheur au monde. Mhm. Tu vois, l'idée de moi, ça m'a toujours porté en tant que journaliste. J'ai fait journaliste parce que j'aime raconter les choses et essayer de les raconter le plus fidèlement possible. Il y a des mauvais journalistes, comme il y a des bons journalistes. Il y a des journalistes qui font très mal leur boulot, mais je sais que quand j'entends, tu vois, beaucoup de gens me dire tous les journalistes, c'est les pourris ou tous les journalistes, tu vois, ce genre de discours, j'ai beaucoup de mal parce qu'il y a du bon comme du mauvais, comme dans toutes les professions. Sauf que nous, on est public, donc tu peux venir sous les commentaires nous dire quand on a raté quelque chose. J'avais eu un débat là-dessus avec un mec qui était boulanger en DM et qui nous avait pourri sur des commentaires. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il me dit, je suis boulanger. Et je lui ai dit, comment tu réagis si la première fois que tu rates une baguette, le mec revient dans ta boulangerie avec la baguette et dit, hé, ce boulanger-là, il est vraiment nul parce qu'il fait des mauvaises baguettes. Ce mec-là n'a plus jamais mis un mauvais commentaire sous aucun de nos vidéos. Je crois qu'il a compris le message assez vite. Ouais. La deuxième, qui est en fait la phrase qui, moi, m'accompagne le plus, c'est un de mes deux auteurs préférés, c'est Hunter Thompson. C'est l'homme qui a écrit Las Vegas Parano. Et sa phrase, c'est « Je trouve la vie bien plus sympa depuis que j'ai arrêté de la prendre au sérieux ». Ok, j'aime beaucoup aussi. Ça, j'aime beaucoup cette phrase. Et la troisième que je te dirais, vraiment, j'adore cette question. Merci les gars, parce que de me poser ça. C'est une phrase d'un personnage de The Wire, la série The Wire, je ne sais pas si vous connaissez, qui est Snoop, la tueuse de Marlowe, donc dans les 3 dernières saisons. Et dans un des derniers épisodes, quand elle va tuer, elle veut aller tuer le petit, un des petits qui est devenu leur nouveau tueur. Et ils sont dans la voiture et en fait, elle lui fait croire qu'ils vont tuer quelqu'un d'autre pour en fait le piéger lui. Et lui demande, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter? Est-ce que vous vous demandez déjà ce qu'il a fait pour mériter? Et elle se tourne et elle lui dit, Deserve got nothing to do with it. Le mérite n'a rien à voir avec ça. Et j'ai adoré cette phrase parce qu'elle résume beaucoup de choses dans la vie en fait. Et tu vois, tous les gens qui disent travaille, tu y arriveras, bah il y a des fois non. Parce qu'il y a des fois, c'est le mec qui est pistonné, t'auras beau faire tout le travail que tu as eu, c'est le mec qui est pistonné qui aura plus le job. Le mérite, c'est pas toujours ta capacité à travailler. Et j'adore cette phrase pour ça. Parce que bien sûr qu'il faut travailler pour mériter des choses, mais c'est pas aussi simple que ça la vie, en fait. Il y a du Bourdieu dans The Wire, alors. c'est ça, c'est l'habitus, tu sais. C'est effectivement. C'est la série que tu peux. Il y a des livres d'analyse philo sur cette série de 300 pages. C'est extraordinaire ce que tu peux sortir de The Wire. J'ai jamais vu cette série. Je connais la série en tant que telle, mais je l'ai jamais vue. Bah, Moi, je l'ai c'est quoi vu, ça mais je va... l'ai jamais fini. D'accord. Ça Ouais, m'intéresse. Je vais peut-être commencer à mettre le nez dedans. Tu n'auras pas beaucoup de combats, mais. Non, mais après, tu sais, c'est bien aussi tu sais, comme je te disais tout à l'heure, je t'ai pas posé la question d'ailleurs, c'est vrai que c'est une question que je pose souvent, c'est justement qu'est-ce qui t'anime en dehors, justement, des sports de combat. Là, comme on a parlé du journalisme et tout ça, c'est vrai qu'elle m'est pas venue, mais si on est sur quelqu'un qui est plus orienté sport de combat, souvent j'ai tendance à justement parler de ce qui l'anime en dehors, parce que tu sais, on a souvent tendance à réduire une personne à ce qu'il fait.
et oublier la personne qu'il est derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que quand tu vois une interview d'un combattant, tu vois toujours c'est quoi ton prochain combat, et c'est quoi ton combat le plus dur, et c'est quoi. Mais en fait, ça se trouve le mec il kiffe jardiner quoi. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette info? Alors peut-être que tout le monde s'en fout, mais moi ça m'intéresse en fait. Moi j'aime bien découvrir, tu vois. Ah, bah, tu vois, Parce très, que on- moi, très littérature, quoi. Très, mais vraiment au-delà du sport ou quoi, tu vois, de la littérature, de l'autofiction, de la fiction, de la non-fiction, enfin tout ce qui se rapporte aux mots, à l'écrit et à comment les faire jouer, ça m'a toujours passionné. J'ai un grand-père qui était libraire de livres anciens. Enfin, c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours baigné et qui m'accompagnera toute ma vie, même si un jour j'arrête de regarder le combat, j'arrêterai jamais de lire des livres, tu vois. C'est évident. Même si je pense que j'arrêterai jamais de regarder du combat non plus. Et en plus, justement, puisque dans The Wire, il y a un des personnages, Cutty, il ouvre une salle de boxe pour les jeunes. Donc, t'as du combat dans cette série. C'est bien. Ah bah voilà, t'as fini de me convaincre alors. Non, bah c'est cool en tout cas. Et des dernières questions, est-ce que tu aurais des personnes qui sont super et que nos auditeurs pourraient adorer, que tu pourrais nous conseiller, tu sais, pour un prochain podcast, une ou plusieurs personnes, tu vois, des gens que tu penses qui pourraient apporter justement quelque chose qu'on aimerait découvrir, tu vois, c'est important, tu vois, d'avoir ce lien aussi. Donc, des gens, non seulement que je trouve machin, mais qui pourraient être bons pour votre podcast. C'est ça l'idée. Peu importe des gens, tu vois, et que ça peut être dans le monde des sports de combat, mais comme ça, tu vois, toi, tu es côté journaliste, enfin, tu vois, des gens qui collent quand même avec le podcast, mais tu vois, que pas forcément quelqu'un qui serait à l'aise au micro, des gens qui ont un parcours de vie qu'on aimerait découvrir, tu vois. Ok. Non, pour rester pour l'instant dans le combat, moi, je peux que te conseiller Baba parce que c'est au-delà du consultant fabuleux, l'homme est génial. Il y a beaucoup de choses à raconter sur son parcours de vie, sur tout ce qu'il a mené là. C'est un mec qui a travaillé pour vivre de ses rêves, ce qu'il est en train de faire, et sa réussite est hyper cool. Et gros big up au podcast Au bord du ring de Baba et Lucas Bourdon parce que c'est référence absolue. Franchement, ce serait très cool, mais leur podcast est fini maintenant, mais j'aurais adoré que vous receviez Samir d'Octogone. Ou Oui, Omar d'ailleurs. bien sûr. Je sais qu'ils sont aussi des personnages, tu vois, dont la vie est très différente de ce qu'on peut attendre de gens qui sont fans de combat, notamment Samir, tu vois. Travaille dans un petit collège tranquille et c'est des gens que j'adore et que j'ai toujours adoré leur travail, donc ça permet en plus de leur passer un petit coucou à cette occasion-là, donc très cool. Et non, sinon globalement, comme ça me vient pas en tout cas. Comme ça me vient pas plus que ça. Non, je vais pas t'inventer quelque chose là que j'ai pas en tête. J'ai pas plus que ça. Ouais, mais c'est déjà bien. Mais de toute façon, Baba, c'était Baba et Samir, tu vois, c'est des noms qu'on a en tête déjà, ça c'était sûr. Samir, quand il nous a fait ce passe-plat, tu sais, sur leur avant-dernier épisode, comme on disait tout à l'heure, ce qui nous a apporté d'ailleurs pas mal de gens qui les suivaient, qui nous ont découvert après et qui nous donnent le titre on va dire Successeur. oh, j'ai perdu. Comment t'as dit? Successeur. Le successeur, voilà, c'était le mot que je cherchais en plus. Le successeur du podcast Octogone. Donc déjà, ça nous fait plaisir parce que quand on connaît la qualité de l'un, Ouais. bah ça nous fait plaisir parce que ça veut dire C'est que une la grosse qualité elle est là de l'autre succession, côté. clairement. C'est une grosse Voilà, succession. c'est ça, elle est lourde de sens. Et puis Baba, je connais un peu son parcours parce que Ouais. bah, je l'ai pas dit là, mais enfin si je l'ai déjà dit dans le podcast, mais c'est quelqu'un que je connais très bien parce qu'on se connaît bien avant le monde du podcast. On était ensemble, enfin on est de la même ville, on pratique les sports de combat, c'est un petit milieu, Saint-Ouen, c'est une ville qui fait 4 km², on se connaît tous. Donc avec Baba, on se connaissait déjà avant. J'étais sur une liste politique avec sa mère. Enfin, tu vois. Donc vraiment, tu vois, il y a des liens avec sa famille. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'adorerais l'avoir sur notre podcast pour faire une interview avec lui. Enfin, franchement, là, la dernière fois, j'ai eu la chance de faire un commentaire de Ouais. fight de Swil Kaushen. Justement, c'était super cool qu'il me laisse cette opportunité-là. Le feeling, tu vois, en plus du feeling dans la vie, le feeling est très bien passé derrière un micro aussi. Donc ouais, non, ça serait super de l'avoir et de faire un épisode avec lui. Et je sais qu'il dirait oui sans problème en plus de ça. Et ça m'a permis tu vois, j'ai d'autres noms qui sont venus en tête rapidement, mais côté boxe, Nicolas Zeisler et Antoine Faure, qui sont deux mecs. Le premier, il tient le site Culture Box, l'autre, il tient un site 130 livres, qui sont des auteurs aussi, enfin, qui mêlent littérature et boxe, parce que c'est deux milieux qui ont beaucoup plus que littérature et MMA pour le coup, étaient liés par des grandes œuvres. Et c'est des mecs fascinants, avec une culture G et une culture de leur sport qui sont extraordinaires.
Et c'est des mecs avec qui vous ne perdriez pas votre temps, c'est évident, sur une belle interview. Et en pur boxeur, parce que plein d'amour sur lui, mais plein, Souleymane Sissoko, qui non seulement est un boxeur techniquement et esthétiquement fabuleux, qui est aux portes d'un championnat du monde et qui est un gamin avec une histoire, un parcours, des valeurs. On fait difficilement mieux. Donc, n'hésitez pas. Eh ben, écoute, avec plaisir. Peut-être qu'on te sollicitera d'ailleurs pour faire le pont entre ces personnes-là et nous. Et puis, ça sera avec grand plaisir, effectivement. Effectivement, c'est cool. Et puis, ça élargirait les horizons parce qu'effectivement, ça serait sur la partie boxe et on sortirait un peu du monde MMA. Ça peut permettre. Alors, je sais pas si ça plairait à nos auditeurs, mais en soi, on fait pas tout non plus pour ça, sinon on ferait plus de vues. Si on faisait tout pour les vues, on ferait plus de vues, on ferait d'autres choix. Donc voilà, ce qui compte, c'est le plaisir et de faire découvrir des profils. Dans les 3 noms que je t'ai dit, tu vois, un Souley Sissoko pour le coup, avec son frère Alpha, qui est quand même dans le MMA, qui a participé aussi à des prépas, tu vois, il y a des vraies belles passerelles à faire. Ouais, c'est vrai. Ouais, qui s'entraîne avec Julien d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Donc, il est partout celui-là. De toute façon, à chaque fois, il y a son nom qui ressort dans le podcast, il est partout. L'homme ne dort jamais. Je crois qu'il dort encore moins que moi. Donc c'est catastrophique. En tout cas, monsieur Herbinet, merci beaucoup. C'était vraiment super. Merci à vous, les gars. Franchement, c'était un vrai plaisir de t'avoir dans l'épisode. On a tenu le tempo qu'on s'était à un quart d'heure près. On a tenu le rythme. On est bon. Donc voilà, c'est un plaisir. J'espère que les gens apprécieront le fait de découvrir un peu plus précisément aussi. Et puis voilà, c'est génial de faire cette passerelle. Franchement, j'ai pas les mots parce que je suis vraiment content de t'avoir dans le podcast. Donc c'est vraiment cool. Plaisir partagé. On en a déjà parlé, tu le sais, en off, et vraiment j'apprécie ce que vous faites et continuez comme ça parce qu'il nous en faut des gars comme ça, des gars comme vous. Qui tiennent ce sport avec ce qu'ils proposent aussi. Et grand plaisir, et j'espère que ce ne sera pas la dernière, qu'on aura d'autres occasions de se faire des émissions ensemble. Avec grand plaisir. En attendant, les amis, il vous reste plus qu'à liker, commenter, partager, cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit. D'ailleurs, merci à Ablop pour le dernier tip qui nous a envoyé. Et puis voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!